Ils sont partis dans les couloirs du temps. Eh ben salut à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro des couloirs du catch. Déjà, il fait moins chaud, ça fait plaisir. Messaya, comment tu vas? Bah ça va très bien et toi Thomas? Ça va, je suis super content d'être là. C'est de voir qu'on arrive à reprendre hebdomadaire les podcasts. Ça me fait vraiment du bien, ça me fait plaisir. Ça m'a manqué. Donc là, ça m'a manqué de te voir. Ouais, c'est moi aussi. Là, après les taper, on va enquiller sur des émissions qui me tiennent à cœur parce que tu sais que tout ce qui est histoire du catch, c'est des émissions qui me plaisent énormément. Quand je sais aussi le programme, je profite pour le dire tout de suite avec ce qui arrive prochainement, à savoir Hulk Hogan et certainement AJ Styles. Dans les semaines qui suivent, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Donc ça fait vraiment plaisir. Les amis, petit point, comme d'habitude, introduction. Vous avez 2 lives de Messaya qui sont disponibles, des reviews des 2 gros shows de la semaine précédente. À savoir Night of the Champion et Forbidden Door de voilà. WWE. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des résultats surprenants à la WWE. Il y a eu du catch exceptionnel à la AEW. Donc faites-vous plaisir. Ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas pu être là dans les lives, la team replay est disponible. C'est bien tout ce que j'ai dit? C'est exactement Parfait. ça, oui. Nous, demain, tu vas enchaîner ton live. C'est ça, oui, pour vous remettre le contexte, vous regardez cette vidéo lundi, nous on tourne le vendredi soir, et du coup il y aura eu le live qui se sera passé le samedi. Voilà, donc du coup les gens qui ont envie, les team replay disponibles. On a toujours ton live actu qui va arriver demain. Normalement, si tout va bien. Faut que je vérifie les dates de la Coupe du Monde, parce que s'il y a un match de l'équipe de France en même temps que ton live actu, tu le décaleras peut-être d'une journée ou 2. Exactement. On verra bien. Mais bon, la semaine qui suit, il y a ton live actu qui arrive. Les amis, on a de plus en plus besoin de vous parce que on a eu un petit souci avec YouTube, ce qui fait que nos vidéos sont un petit peu moins mises en avant. On compte sur vous vraiment. Et du coup, il y a les vues en prennent un coup. Voilà, on compte vraiment sur vous pour enchaîner les commentaires, les j'aime, les Netty Boost. Ceux qui en ont envie, qui ont les moyens, qui peuvent devenir membres sub de la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir et on compte sur vous, on en a besoin. Et je mate à la tâche à vous faire des bonus exclusifs aux membres de la chaîne de manière temporaire. Là, ça n'a pas été encore, je les ai pas encore postés, mais c'est dans les travaux et ça va arriver très vite. Petit point personnel pour ma part, je sors un petit peu de mon tunnel. On va retrouver une nouvelle assistante maternelle, on va pouvoir un petit peu revenir dans un rythme de vie un peu moins oppressant, entre guillemets, moins compliqué. J'aurai un peu plus de temps déjà pour être avec toi sur quasiment toutes les émissions, et aussi pour être peut-être là un peu plus souvent dans les lives, et aussi pouvoir proposer même moi du bonus. Donc ça va arriver, faites-nous confiance, on avance à notre rythme. C'est ça, parce que on vous le rappelle, c'est pas notre métier, malheureusement. Et du coup, même moi, j'ai quelques petits soucis là qui se sont découverts, on va dire, durant cette semaine. Je fais ce qu'il faut pour ne pas vous abandonner. Je tiens le bon bout. J'ai toujours envie de partager les contenus hors émission du lundi. J'essaie d'être toujours aussi présent pour le Discord, sur le Discord. Le Discord a fait peau neuf récemment. Ouais, t'as refait tout bien propre, c'est très beau. Voilà, c'est ça, j'essaie de remettre en ordre, comme ça quand vous y arrivez, vous serez pas dans un zoo, parce que je fais un appel à tout le monde, mais pour ceux qui sont déjà sur le Discord, je veux qu'on garde notre commu, comme dirait notre ami Netty, d'une bienveillance, qu'on peut discuter de tout, sans que ça parte en anarchie. Du coup, j'essaie de tenir le truc, je n'ai pas envie que mon Discord devienne un réseau social lambda. Sans que ça parte en achat de clim à Lidl. Exactement. La blague est valide. Et comme je vous dis, je me fais dans les émissions, j'arrête pas de me plaindre de la social média era. Je ne veux pas en devenir l'un des acteurs. Voilà. C'est très bien dit. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui n'ont pas forcément YouTube Premium, qui veulent écouter en podcast, les émissions sont disponibles sur Spotify. Bon, pas les émissions, elles sont pas disponibles en même temps que sur YouTube, mais tout doucement, ça se remplit. Là, on doit avoir maintenant une quinzaine d'émissions de retard sur Spotify, donc c'est pas mal. Pareil pour les miniatures, je continue à avancer. Tout se fait au fur et à mesure. Dès qu'on peut, on continue à avancer pour essayer de vous donner le meilleur contenu possible et aussi le contenu qui nous tient le plus à cœur. Exact. Qu'on est content du travail qu'on fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, c'est un petit peu compliqué pour moi parce que c'est vrai que la NWA, ce qu'on va traiter aujourd'hui, je connais très peu. Moi, il y a beaucoup de termes que j'ai du mal, territoire, tout ce qui est un peu envers du décor. Donc, je compte sur toi pour m'aiguiller. Oui.
On avait fait le premier épisode de l'histoire où on s'était arrêté justement à la création de la NWA. C'est ça, l'épisode 0. Est-ce que tu veux bien nous faire un petit peu de contexte où on en était dans cet épisode-là pour ceux qui, comme moi, n'ont pas les idées tout claires? C'est ça, je vais redire ce que j'ai dit sur la fin de la précédente vidéo pour vous redonner, parce qu'il y a beaucoup de noms, on va beaucoup name dropper dans cette vidéo, mais je vais essayer de garder le contexte et rappuyer quand c'est des noms importants. Quand ce sera des personnalités importantes, tu expliqueras, tu feras un petit point curriculum. Exactement. Voilà, comme ça, on n'est pas perdu. Du coup, on reprend en 48 un certain Paul, son surnom Pinky George, un promoteur de catch du Midwest des États-Unis, décide de fonder la NWA, la National Wrestling Alliance, avec le soutien de 6 autres promoteurs qui sont tous légendaires, d'autres bien plus connus, on va dire, qui sont Al Aft, Tony Stetcher, Harry Light, Orville Brown, et les deux vous devez retenir le plus, c'est Don Owen et Sam Munchnick. Donc ça, c'était des mecs qui en fait avaient des fédérations toutes seules et qui ont voulu se mettre tous ensemble, faire du business ensemble. Et en se regroupant, chaque fédération qu'ils avaient a rejoint un gros territoire qui s'appelait la NWA. C'est bien ça? Qui rejoint le rassemblement des territoires. Parce que la NWA, c'est un rassemblement de territoires. C'est ça. Voilà. Chacun a toujours sa boîte, en fait, comme dans une entreprise, mais ils font partie d'un groupe. D'un groupe, ouais, c'est ça. C'est un groupe, en fait. D'un groupe. Et le but de ce groupe, c'est d'unifier la plupart des championnats pour que ce soit plus prestigieux, que ça devienne national, comme ça, pour avoir des contrats télé, des machins comme ça, parce que le but de la NWA, c'est de réussir à faire que le catch devienne quelque chose tellement énorme qui rapporte de plus en plus de pognon. C'est-à-dire que là, le but, je te posais des questions, hein, tu m'expliques si j'ai raison. Le but, c'est que par exemple, on a un champion de la fédération on a un mec qui va être champion de la fédération X, champion NWA, estampillé donc champion NWA, qui va pouvoir aller dans la fédération Y, toujours en étant champion NWA. Exactement. Et pour dire que la fédération Y nous, on a le champion NWA ce soir. Voilà, et le truc qui va être développé plus tard dans les années, c'est qu'il y aura toujours le champion, si on parle du champion poids lourd solo, il y aura celui de la NWA qui ira dans tous les territoires, mais chaque fédération peut garder leur titre à eux. Ouais, local en fait. Il n'y a pas que les titres NWA, il y a aussi toujours les titres de ces fédérations locales. Au début, non. Au début, ça va être ils vont tout unifier pour faire des titres NWA. Oui, pour que aussi les titres aient une valeur. Et une valeur, et après les mecs, ils vont pouvoir développer les titres de leur fédération. Oui, parce que malgré tout, si t'es estampillé NWA, il faut quand même que ta fédération continue à attirer du monde. Continue à attirer du monde quand tu n'as pas les stars des autres fédérations. Parce que le champion NWA ne peut pas être dans les 6 fédérations en même temps. Donc forcément, il faut qu'il puisse avoir de quoi proposer aux gens. C'est ça. Là, on est d'accord, il y a pas de télévision, là. C'est vraiment du catch, spectacle. En show, voilà. Pas en show télévisé, en show, dans les télés, ça commence à se développer dans les télés, et c'est avec la NWA où ça va vraiment beaucoup devenir télévisuel. D'accord. C'est vraiment à partir de la NWA que ça va vraiment éclater à la télé. Donc, du coup, le conseil d'administration, donc tous ces promoteurs décident que c'est l'un des bookers qui est catcheur, hein, la plupart des bookers qui sont dans ce truc-là, qui sont promoteurs, sont aussi catcheurs. Oui, c'est les catcheurs qui se bookaient eux-mêmes. Voilà. Et il décide que le tout premier champion NWA sera Orville Brown. Ouais. Voilà, donc c'est lui qui va devenir le premier champion NWA. Ça va pas durer longtemps, parce que il va y avoir une grosse anecdote, et on va désigner l'énorme champion NWA pendant 7 générations, 7 décennies, le mec. Ouais. Pendant 70 ans. J'en ai tellement parlé, le mec ne s'est jamais arrêté. Jusqu'à ce que vraiment il n'en puisse plus. Hein. C'est le fameux Lutez. C'est Lutez, voilà. Qui est mort en 2002, je crois. Oui, c'est ça. Donc d'abord, là je vais en parler en global de Lutez. Là, je vais pas en parler beaucoup, mais il va y avoir un point plus tard dans la vidéo où on va parler de Lutez. Parce que c'est important. J'hésitais même à faire une vidéo totalement sur lui, mais je pense que dans cette vidéo, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est ce mec-là qui va décider la marche à suivre de ce qu'on va faire de la NWA en fait. Donc du coup, on arrive dans entre les années 50 et les années 70. Donc du coup, comme je dis, on appelle ça l'organe dirigeant. Voilà, ça veut dire qu'on va tout miser sur un mec qui va devenir la star absolue, ce qui va faire rayonner le catch à travers le monde, parce qu'on sait qu'il y a un mec qui est
imbutable, imbattable, intankable, tout ce que vous voulez. C'est l'image du catch en un. L'image du catch en un seul bonhomme, et ça va être Lutez. Donc du coup, en 1950, Sam Munchnick, l'un des gros promoteurs, comme je vous ai dit, qui est de la NWA, il est le booker et manager de Lutez. Donc, déjà, le mec très important déjà. Quand Lutez va sur les territoires, c'est avec lui. C'est avec lui, c'est avec Sam Munchnick. Et quand tu dis manager télé, à la télé, enfin comment dire, En réel. public, en réel, voilà. Ah, là, c'est réel. pas là. son manager qui va négocier ses contrats. Là, tu parles du manager catchesque. Ah non, moi je parle de réel. D'accord, ok. Même qui négocie ses contrats et tout. C'est vraiment le. Ah oui, c'est son agent. C'est son. Sam Munchnick qui est le vrai agent de Lutez. D'accord, ok. Le premier gros agent de Lutez. Voilà, ok. Lutez. Parce que manager, tu sais, ça peut. Oui, bien sûr. C'est pour ça que là je dis, c'est que ce soit. C'est vraiment son agent, ouais. Que ce soit kayfabe hors kayfabe, c'est la même. Ouais, d'accord, Voilà, ok. c'est la même. Je reviendrai plus tard de Lutez, d'où il vient et tout. Là pour l'instant, je parle juste du nom et de ce qu'il va donner, et après je rentrerai dans les détails, évidemment. Donc du coup, il fut nommé président, Sam Munchnick, en fait, de base, comme j'avais dit, c'était Paul Pinky qui avait créé la NWA, mais c'est Sam Munchnick qui va devenir le président de la NWA, le premier gros président de la NWA. Au début des années 50. Au début des années 50, assez rapidement. Ouais, c'est très rapide. Très rapide, parce qu'en fait, c'est celui qui, voilà, il va être réélu, justement, à l'unanimité du poste jusqu'aux années 60. Ah oui, donc il va prendre les règles. Et ça va être l'un des présidents, justement, les plus durables de l'histoire de la fédération. C'est pour ça que je dis Sam Munchnick, vous devez retenir. C'est vraiment un des noms importants de la NWA. Et comme du catch en général. Et du catch en général. Et comme la télévision, c'est là où il va y avoir le gros essor de la télé, les matchs de catch doivent être diffusés à l'échelle nationale. C'est ce qu'ils vont tenter de faire. Ils vont augmenter tout. Ils vont tout mettre les volumes à fond, justement, pour que ça devienne l'une des sources de divertissement de la télé première. L'une des premières sources de divertissement. Ouais. Donc là, ils vont tout faire pour. Bah déjà, je pense qu'au début de la télévision, je pense que le sport, ça attire du monde. Les gens sont contents de pouvoir regarder du sport. Donc là, là, il y a porte ouverte pour la NWA, en fait. C'est ça. Et donc, du coup, la période qu'on est en train de parler, elle est connue en tant que l'âge d'or du catch professionnel. De 48 à 55. C'est parce qu'on parle tout le temps du Golden Age de Hogan. On parle tout le temps de la Golden Age. Le premier Golden Age, c'est celui-ci. Ça, c'est un héritage, en fait. C'est un héritage, voilà. Donc, c'est vraiment l'âge d'or du catch entre 48 et 55. Parce que chacun des 3 principaux réseaux de télévision américains diffuse du catch. Oui, les 3 plus gros réseaux de diffusion diffusent du catch. Parce qu'à l'époque là aussi, t'as peut-être moins de gros réseaux. Aussi. Donc du coup, forcément, si les 3, tu dis déjà les 3, dans une population qui commence à avoir la télévision, que ça commence à se démocratiser, tu te dis ouais, forcément. C'est ça. Et j'en ai pris un des noms le plus important, le plus gros de l'époque. C'est comme j'ai dit, je vais faire du name dropping. Oui, mais ça va parce que t'expliques. Voilà, j'essaie d'expliquer, voilà. C'est le Dumont Television Network. C'est le plus gros réseau télévisuel aux États-Unis à l'époque. Et il diffuse du catch. Et la NWA. Oui, bah, de toute façon, c'est intéressant, tous ces trucs-là, parce que, oui, c'est vraiment l'ancêtre des réseaux télévisés, quoi. C'est autre chose. C'est ça. Là, on va avancer dans les années. On reviendra dans les années quand je vais parler de Lutez et quand je vais donner certains trucs. Et juste avant de passer à Lutez, je vous donnerai les dates clés. Là, je parlais un peu comme ça pour que vous ayez Non, puis c'est bien, comme ça, on évolue. Là, on sait que créé en 48. Ouais. Début, vraiment, première explosion en 50. Ouais. Et la télé qui explose en même temps. Ouais. En fait, ce qui est bien, c'est que quand la NWA, elle se crée, c'est après la guerre. Tu commences à avoir un essor de technologie. Et t'as la télé qui va exploser. Donc en fait, la NWA, elle arrive vraiment au bon moment. Exactement. En 56, donc là, on quitte l'année d'après le Golden Age. On dit que c'est un Golden Age, oui, parce qu'en fait, c'est pour réparer, comment? C'est parce que vraiment, comme tu disais, tout le monde diffusait du catch. Les 3 plus gros diffusaient du catch. Diffuser du catch, ça cartonnait à pleine balle, ouais. Aucune controverse. Tout marchait bien. Et puis, Kayfabe à Burn. Kayfabe à Burn. Et Lutez qui est en train de devenir qui est en train de devenir la plus grande star du catch. Et puis je pense que même au-delà du catch, même oui, c'est ça, il dépasse tout. Ouais. En 56, il va déjà avoir un problème, parce que le gouvernement américain, on l'avait déjà dit sur le procès des stéroïdes, en général les fédéraux, les trucs comme ça, ils aiment pas quand il y a un truc qui est en situation de monopole. Oui, ils aiment pas quand ça marche trop bien. Et bien justement, ils vont accuser la NWA de monopole illégal empêchant la concurrence. Donc en fait, il va y avoir une enquête du département de la justice des États-Unis qui va aboutir au NWA Consent Decree de 1956. Donc ça un décret qui va cibler directement la NWA. Donc c'était quoi? C'était pour les empêcher de quoi?
C'était pour protéger les plus petites fédérations. Pour que d'autres choses puissent se développer en fait. Et donc du coup, durant cette période, plusieurs promoteurs quittèrent la NWA justement. Certains parvinrent à créer une place sur le marché américain. Justement, en fait, les mecs qui étaient obligés de rejoindre la NWA parce qu'ils étaient en monopole. Oui, en fait, il y avait vraiment des petits qui étaient dedans, mais en fait, ils étaient bouffés par les gros promoteurs. Si tu voulais être, à l'époque-là, si tu voulais être connu, t'étais obligé. T'étais obligé d'être à la NWA. Voilà. Et en fait, ces mecs-là, ils marchaient pas parce que c'était les sous-mains de la NWA, ça les rendait fous. Il y avait quand même Monopole, alors, mine de rien. Bah oui, il y avait Monopole, évidemment. Ah oui, non, c'est un vrai, là, pour le coup, c'est réel, parce que ça a amené un décret. Et en fait, avec ce décret-là, ces petits promoteurs ont pu se quitter l'organisation et commencer à pouvoir marcher parce que il n'y avait pas la NWA qui allait les bouffer. Ouais. Voilà. Parce que c'est un peu comme ce que Vince McMahon va faire quand il va bouffer tout le monde. Ben là, la NWA bouffait tout le monde. Oui, bah c'est. En fait, il y avait que. Mais de toute façon, toute proportion gardée, je te pose la question. Mais ce que la WWE a fait quand elle avait commencé à racheter plein de fédérations autour, c'était entre guillemets une forme de NWA. Sauf que ça s'appelait WWF, mais dans le principe. Dans le principe, oui. C'est j'englobe des fédérations avec moi. Oui. Sauf que la NWA, la différence, c'est qu'ils voulaient garder. Ces fédérations existaient toujours. Alors qu'à la WWF, elles étaient mangées. Voilà. C'est que le principe de la NWA, c'est que, en fait, il y a un conglomérat qui dirige toutes les fédérations, mais que chaque fédération a des territoires. Et garde son esthétique, son identité. Et qu'en fait, tout est rassemblé au même endroit, mais que chacun fait un peu ce qu'il veut. Oui, alors que Vince, il voulait tout racheter. Vince, lui, il voulait créer un truc national, international, mondial. Oui, mais que sous son nom. Voilà, il y avait plus les autres. Voilà. Mais finalement, on retrouve, comme il y avait un monopole, on peut retrouver un peu ce principe quand même de loin, ça se ressemble un petit peu. Mais oui, bien sûr. On y fait des parallèles. Voilà, c'est ça, il y a des beaux parallèles. Évidemment. En 57, donc en fait, vous voyez, c'est la Golden Age arrête en 55, il y a un problème. En 56. Et là, en 57. Ouais. Le promoteur de Montréal, Eddie Quinn, il va quitter la NWA lors d'un show à Saint-Louis, parce qu'il est rentré en conflit avec Sam Muchnick sur plein de sujets. Donc en fait, parce qu'il y avait le territoire qui se trouvait au Canada. Et là, Montréal, donc le territoire du Québec. Et puis c'était toujours, à la fin, tu devais toujours rendre des comptes à la NWA. Et il y a des mecs, je pense que ça devait leur casser les prix. C'est ça. Et en fait, au moment de son départ, l'un de ses catcheurs, là je vais vous citer un nom que vous êtes obligé de connaître. Je pense que des gens le connaissent déjà. On va faire un big up à Gab, notre ami québécois qui est dans notre communauté. Édouard Carpentier. Oui. Je rappelle que c'est le mec qui va ramener aux États-Unis André le Géant. Voilà, donc Édouard Carpentier, très important. Je me suis toujours demandé, elle est vraie cette anecdote ou c'est un peu kayfabé Je pense que c'est kayfabé, c'est des catcheurs, ça reste des catcheurs. Voilà, mais que lui, il l'aurait trouvé sur une route en forêt. Avec un accident, je crois, un arbre qui bloquait la route. Et André est arrivé, il a bougé l'arbre avec un bras. C'est ça, ouais, en gros c'est ça. Et du coup, alors, à ce moment-là, il y avait un gros problème, c'est qu'en fait, Édouard Carpentier, il était en rivalité face à Lutez. Et en fait, ils étaient présentés tous les deux comme les champions NWA poids lourd. Ah ouais? Oui, parce que en fait, il y a eu un match entre les deux, entre Lutez et Édouard Carpentier, et en fait, legit, Lutez s'est blessé au dos durant le match. Et en fait, comme il était blessé, il n'a pas pu contrer le tombé. Et en fait, ça a fait un tombé de 3. Donc Édouard Carpentier est devenu champion. Mais c'était pas prévu. C'était pas prévu. Et surtout qu'on sait que Lutez, j'en parlerai quand on parlera de Lutez. Il aimait pas trop perdre. C'est pas qu'il aimait pas trop perdre, c'est qu'en fait, il était legit imbattable. Ok. C'est complètement différent. J'y viendrai, j'en parlerai, c'est trop important. Mais du coup, ça a divisé les gens de la NWA, parce qu'il y avait beaucoup de gens de la NWA, forcément ceux de Montréal et Canada, qui disent c'est nous qui avons le champion. C'est nous qui avons le champion. Et en fait, Sam Muchnick et la plupart des origines de la NWA, non, eux, ils disent non, c'est pas reconnu parce qu'il y a eu une blessure et il a pas le droit de perdre le titre sous blessure. Ouais. C'est une blessure legit, normalement, on ne perd pas le titre. Et en fait, ça a amené justement aux dissensions des deux. D'accord, donc c'est ce choix de booking-là qui a foutu le bordel. Ça a déjà c'est pas un choix de booking, mais cet accident-là a foutu le bordel. Ok. Donc c'est quand même un truc de fou. Ouais, c'est pas mal, c'est intéressant. Parce qu'on est dans un monde kayfabe, dans un monde scénarisé que les gens ne savaient pas à l'époque. Tout le monde croyait que c'était réel. Oui, c'était scénarisé comme aujourd'hui, à l'époque. Oui, bien sûr, tout était décidé à l'avance. Mais les gens n'étaient pas au courant. Voilà. Sauf que là, là, ça rend le truc vraiment... là, c'est un vrai truc legit qui se passe dans un truc qui est pas censé être legit. C'est ça qui est génial, en fait. Et c'était déjà à la télé, malgré tout. Oui, il y avait déjà... En fait, il y a des gens qui l'ont vu. Oui, voilà. Bien sûr. Sauf qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça passait moins. C'est ça. Et c'est à partir de là, fin d'année 50, qu'il va y avoir des problèmes à la télé.
où en fait les gens vont commencer à se désintéresser tout doucement. Beaucoup de chaînes vont retirer les programmes de catch. Ils avaient plus que des petites émissions locales et souvent diffusées tard dans la nuit, des trucs comme ça. Donc en fait, vraiment, le Golden Age, il a pas duré longtemps. Non, puis il est vite retombé. Le soufflet est vite retombé hein. avant que ça remonte plus tard. Oui, mais on va dire dans les années 60, entre 60 et 70, le catch, c'est pas la panacée en fait. On est sur une période un peu down. Un peu down, exactement. Et puis fin des années 50, il y a pas aussi, je pense que c'est pas la période là où il y a aussi des problèmes avec les catcheuses féminines. On n'est pas dans cette même période. Si. Est-ce que le catch aussi, alors là je te demande pas d'en parler, ça on le garde pour une autre fois, mais le catch il a peut-être aussi une mauvaise image dans les médias. Oui, sur plein points, surtout dans certains États. Dans certains États, je pense que c'est donc du Bien coup, sûr. ça doit jouer sur la popularité. Il y a plein de trucs, parce que justement, plus toutes les controverses qui se font et les Voilà. trucs comme ça. Et du coup, c'est là où au sein même de la NWA, il va commencer à avoir les guerres de territoire legit, où les mecs vont se voler des créneaux télé, justement pour les diffuser sur une chaîne de l'autre. Tu les as un petit peu les noms des territoires qu'il y avait à cette époque-là ou pas? J'en donnerai après. J'ai pas mal de noms, j'en donnerai un peu. Là, on va parler d'un qui va devenir un gros promoteur hors affilié NWA. Ok. On va parler de Verne Gagne. Ah, je savais que t'allais dire ça. Voilà. Donc c'est, pour ça, tu peux tout de suite le dire aux gens pour Ce sera le patron de la AWA. Voilà. Okay. Voilà, de la AWA, de là où est sorti Hogan et tout, qui va être un des gros territoires des États-Unis. Territoire, mais pas affilié à NWA. Ouais. C'est au début, il va faire partie de la NWA en tant que catcheur, en tant que début de promotion. Quand il va lancer la vraie AWA, il sera en dehors de la NWA. C'est cette AWA qu'on avait à l'époque sur le network, où on pouvait voir les vieux matchs. Exactement. Et ça, donc ça, c'était un très gros territoire, on était plus vers le nord alors des États-Unis. Dans le nord. En fait, c'est que dans les trucs que nous, on a plus connus, on va dire avant la Hogan Era, donc fin des années 70, début des années 80, avant la Hogan Era et que Vince arrache tout le monde, ouais. Ça se divise en 3 gros trucs. La NWA qui a plus ou moins tout le sud des États-Unis, ouais. Et qui remonte un peu, qui monte un petit peu aussi vers le Midwest, puis un petit peu dans les États du Texas et tout ça ou pas? Bah oui, c'est le sud. Ah oui, parce que excuse-moi, moi quand tu dis le sud, oui, je m'arrêtais à tout ce qui était États confédérés. Oui, d'accord, ok. Le sud des États-Unis, ça c'est NWA. Dans le nord, New York, c'est WWF et ensuite WF, et au-dessus, l'Oregon, tout ça, machin. Si je dis pas de bêtises, je suis à deux doigts de dire des bêtises, je vais vérifier un truc, excusez-moi, que je dise pas. Non, là on est plus au sud, excusez-moi, vers Minneapolis. D'accord. Donc entre New York et le sud, il y a la AWA. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de l'Oregon, en fait, c'est un autre territoire. On l'avait dit dans l'émission précédente, c'est vrai que la WWF, on va arrêter de dire les 25 000 W, c'était vraiment New York. Oui, c'est New York, c'est le territoire de New York. Parce que Bruno Sammartino, qui va devenir le champion ultime et le visage du catch à New York, c'est le visage du catch à New York. Ouais. Voilà. C'est un énorme champion, il a un impact démentiel. Il est dans la plus grande ville des États-Unis. Voilà, à l'époque là, je pense que c'est New York. Ça reste une star gigantesque. Je veux pas minimiser l'impact de Bruno Sammartino. Mais quand on me met sur le même pied d'égalité Bruno Sammartino et Lutez, là, je suis pas d'accord. Ouais, parce que Lutez, c'était plus global. C'est mondial. Ouais, voilà. C'est au-delà des États-Unis. Ouais. On y viendra quand j'en parlerai. Ouais, alors que, Sammartino, c'est un peu, c'est pas pareil. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le Madison Square Garden, c'est la maison de la WWE. Ben, évidemment. Parce qu'en fait, ils catchaient là-haut, à l'époque. Voilà. Et de la mafia. Il y a de la mafia. Voilà. Il y a de la mafia? Non. Voilà. Il y a pas de mafia. Si. Ah bon? Non. Alors là, je te crois pas. Si. Donc du coup, ça c'est intéressant. Et la AWA, c'est dommage qu'on peut plus voir les trucs, mais c'était très intéressant. Et là, je vous ai cité Verne Gagne, mais on va citer l'autre promoteur important, justement parce que là, je dis Verne Gagne direct, mais dans l'histoire que je vais vous raconter, il y en a un autre que j'ai pas cité. Qui avait aussi fait. C'est à ce moment-là qu'il va justement faire le sien. Donc il y a aussi des dissidents. Oui, on vient d'en parler beaucoup là, du territoire de New York. Ah, c'est. Vincent James McMahon Senior. D'accord, eux aussi à la base, lui aussi, il faisait partie de la NWA. C'est tous des promoteurs, ils étaient tous. D'accord, il en a eu plein le cul et. Je vais vous raconter toute cette histoire. Donc le 24 janvier 1963, au Maple Leaf Garden de Toronto, donc un show au Canada, donc une grosse salle du Canada, Lutez bat Buddy Rogers
Donc, gros nom aussi, Buddy Rogers. Énorme nom, ce qui va être, justement, lui, il va être important pour ce que je vais dire, là. Dans un match en une seule chute. Parce qu'à l'époque aussi, des fois, il y avait des tours. Plusieurs chutes, une seule chute. Des fois, il y avait même des temps, il y a plein de trucs. Voilà. Et ça va être là, il va redevenir champion NWA pour la 3e et la dernière fois, à ce moment-là. D'ailleurs, je mets juste un petit parenthèse. Buddy Rogers, si vous avez écouté nos émissions sur Ric Flair, on en a parlé. Ah évidemment. Parce que c'est le vrai Nature Boy. Le premier Nature Boy. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais je voulais le dire. Et donc du coup, peu après cet événement, Vincent G. McMahon, donc c'est le père de Vince McMahon, et tout ce monde qui a fait partie du Goldust Trio. Oui. Je l'avais dit, je crois, dans la première vidéo, tout ce monde est l'un des pères méconnus de WWF. Oui. Il ne cite pas assez WWF parce que lui, il a été un mentor pour Vince McMahon senior. Ouais. Et puis il y avait déjà un McMahon, non, à l'époque là aussi, mais on en a parlé dans l'émission précédente. Il faisait beaucoup de boxe. Lui. Ça c'est le père le père du père. Voilà, là le père de Vince McMahon Junior, Vince McMahon, James McMahon là, Vince G. McMahon, lui faisait du catch et justement c'était les dirigeants de la Capital Wrestling Corporation. C'était ça leur fédération avant la création de WWF. Là, on y vient. Refuse de reconnaître le changement de titre. Par rapport au brouille et machin, et que aussi, je pense qu'ils en ont plein de cul de Lutez, plus les problèmes. C'est vrai que Lutez, là, on est sur ça commence à faire 15 ans, quoi. Mais c'est pas fini. Hein. Donc, ils refusent de reconnaître le changement de titre, parce que pour eux, le champion qu'ils voulaient promouvoir en tant que nouvelle star de ces années-là, c'était Buddy Rogers, justement. Donc, ils estiment que Lutez n'est pas suffisamment bon draw, qu'il vendait pas assez, justement, à cette période-là, et que c'est pas une attraction qui peut attirer du public dans le territoire nord-est des États-Unis. Ouais, sur le territoire de New York, ils pensaient qu'il était pas assez. Alors que Buddy Rogers, vu son personnage beaucoup plus flamboyant, il calait plus, il calait plus dans leur idée de faire du spectacle New York. Voilà. Parce que New York, il y a quoi? Comment ça s'appelle? Oui, là, tu parles de Broadway. Voilà, c'est ça. Buddy Rogers, c'est un personnage de Broadway dans la gimmick. Lutez, c'est un combattant. Oui. Donc pour eux, c'est rigolo de se dire qu'il y a déjà cette séparation-là à l'époque. La séparation, elle est encore là aujourd'hui. Ouais, c'est ça qui est fou en fait. Voilà, c'est ça qui est fou. Voilà. Ça commence dès le départ où en fait le père McMahon, il voulait déjà même s'il était un peu moins sur tout ce qui était en dehors du catch, tu sais, il voulait pas de mélange, mais il était quand même déjà plus sur le côté spectacle. Exactement. C'est ça, bien vu Thomas. J'en ai des frissons. C'est exactement ça. Intéressant. À la suite de la rupture, Vince McMahon et tout ce monde fondent en avril 1963 la World Wide Wrestling Federation. La mère de la WWE. Voilà, donc c'est année importante. Avril 1963. Comme quoi, avril-mars, ça sera toujours la période de l'année la plus importante de WWE. C'est presque pour ça qu'ils ont décidé de créer WrestleMania. WrestleMania, il l'a fait en avril, pas pour rien. Le junior. Parce que, voilà. Intéressant ça quand même. Très intéressant. Voilà, comme on dit, ça devient la WWE. Et du coup, leur premier champion du monde, c'est Buddy Rogers. Voilà. Vu que ils ont refusé qu'il a perdu le titre NWA face à Lutez, eux, ils vont en faire leur champion du monde comme ils voulaient. D'accord. Voilà, donc c'est très important. Et là, on est d'accord que tout ce qui est là, quand ils ont créé, quand tu as dit Verne Gagne qui crée, je te demande parce que c'est important pour moi, quand Verne Gagne il a créé la AWA et quand je mets Vince McMahon, il a créé la WWF, eux, ils ont plus aucun rapport avec la NWA. Eh je vais y venir. Ils ne sont plus dans le conseil de la NWA. Ils ne sont plus un territoire affilié à la NWA, mais comme je l'ai noté, bien que Verne Gagne et Vince J. McMahon promouvaient chacun leur propre championnat du monde, leurs promoteurs connaissent malgré tout être représentés au sein du conseil d'administration de la NWA et échangeraient régulièrement des catcheurs avec les territoires affiliés de la NWA durant cette période. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, les mecs, ils refusent l'image du championnat NWA des champions de leur star à eux. Ils promouvent leurs produits, mais par contre, ils gardent les accords commerciaux avec les autres. C'est normal, c'est malin. Très intelligent. Qu'il faut faire. C'est très intelligent. Oui, donc du coup, t'es pas à l'abri que de temps en temps, il y a un catcheur estampillé NWA qui vient catcher chez eux. C'est très souvent. Voilà, même s'ils sont en guerre avec certains trucs, t'as quand même encore de temps en temps des échanges. Ok, c'est intéressant ça. C'est ça. Et après, là on continue, on arrive dans les années 70, on va parler d'un nom important, que je relis mes notes, excusez-moi vite fait pour pas dire de machin, on va parler de Gordon Solie. Je connais pas, ça me dit rien.
tu vas voir, je vais te raconter le contexte de l'époque. Mais ça, c'était intéressant en tout cas, comment tu as réussi à expliquer la création de la AWA et de la WWE. Très intéressant. En dehors, il fallait. Très intéressant. En 79. Donc là, on est fin 70. Tu remontes là. Je parle, on est dans les années 70 parce qu'en fait, la popularité du catch va continuer de décliner dans les années 70. Ah oui, donc quand tu dis Golden Era au début des années 50, c'est vrai. Parce qu'en fait, ça a vraiment toujours périclité. C'est ça, jusqu'à Hogan. Jusqu'à la Hulkamania de Vince McMahon Jr. Ouais, c'est le deuxième pic sur l'encéphalogramme. C'est ça, c'est que là, en fait, on a eu la création de NWA. Pic. Hop, pic. Descente à mort. Ouais. Lente descente. Stagnation, descente. Et ensuite, 84. On pète tout. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc en 79, il décide d'enlever le Wild de merde. Le Wild. Il était temps, hein. Voilà, donc c'est maintenant ça devient World Wrestling Federation. Et au cours de cette même décennie, Sam Muchnick aurait déclaré qu'Atlanta, en Géorgie, est devenue la capitale du catch. Donc Sam Muchnick, le président officiel de la NWA, va déclarer que ce sera Atlanta et la Géorgie la capitale du catch. Déjà, c'est pour mettre un coup de pied au cul à Vince. À Vince, hein, on est d'accord. Voilà, au McMahon de l'autre côté. Et puis bon, quand on sait ce que va devenir Atlanta, ce qui va naître à Atlanta. Bah oui, c'est ça. Bah rien que déjà, il y aura déjà la Georgia et ensuite WCW. Voilà. Et donc et que justement, c'est la capitale du catch parce que ils ont toujours réussi à attirer énormément de public dans les salles et que toutes les salles sont combles au City Auditorium ou au The Omni chaque vendredi soir. Quoi qu'il arrive, il y a du monde. Voilà. Les gens, ils aiment bien. Et là, ils savent que la gate, elle va être bonne. La télé, à l'époque, était down. Mais par contre, là, pour le coup, le territoire de la NWA à Atlanta, là, par contre, tous les vendredis de les salles sont combles. Donc, au moins, ça marche. Voilà. Alors que la AWA, donc l'American Wrestling Association, donc la fédération devait en gagner. La WWF, la fédération de Vince traversait une période difficile dans les années 70. Et du coup, c'est qu'en fait, quand ils ont quitté la NWA, ils ont réussi à bien monter cette fédération, à être au point du même niveau que la NWA. Et dans les années 70, la NWA en elle-même est de repasser devant. Ouais. Voilà. Et passer plus fort que ces deux fédérations-là. Et finalement, donc, ça veut dire que même quand il y avait San Martino champion, c'était pas la folie pour la WWF. Ouais, il y a eu des périodes dans, ouais. Bah, surtout que là, on arrive on va dire, dans la fin. Du règne de San Martino. De San Martino, avec les trahisons, les machins et tout, qu'on racontera peut-être un jour, mais oui. Si, faut en parler un jour, parce que il y avait une grosse brouille, non? Avec Vince et tout. Bien sûr, il y a tout un... Un jour, il faudra quand même qu'on en parle, parce que c'est intéressant. Voilà. Donc, du coup, comme je dis, c'est quand, dans les années 70, NWA retrouve sa place de première organisation du catch aux États-Unis et établit une domination considérable grâce à la Georgia Championship Wrestling. Donc ça, la Georgia... Qui devient le territoire principal de la NWA. On en a parlé longuement dans notre émission sur la WCW, il me semble. Voilà, c'est l'ancêtre de la WCW. C'est ça. Et du coup, en 79, la Georgia devient la première émission de catch diffusée à l'échelle nationale sur la chaîne qu'on a beaucoup parlé de Ted Turner sur TBS. Parce que ça, on peut le redire, Ted Turner, paix à son âme aujourd'hui, a toujours voulu du catch sur sa chaîne. Et il les mettait pas justement sur la nuit, tard. Non, il leur donnait un vrai créneau. Il leur donnait un vrai créneau. Donc là, c'était leur show, c'était le vendredi soir. Pendant que les salles étaient complètes, il y avait le show à la télé. Donc là, tous les vendredis, donc tu pouvais, si t'étais à Atlanta, ou c'était rediffusé le samedi, je sais plus. Si t'étais à Atlanta, tu pouvais aller regarder le show directement le vendredi soir dans la salle. Et sinon, le lendemain ou le soir même, je pense que c'était pas en direct. Je pense que c'était sûrement le lendemain, ouais. Tu pouvais aller regarder, tu pouvais voir le show à la télé. Exact. Et ça, tu pouvais voir n'importe où aux États-Unis si t'avais la chaîne. Ah oui, parce que Ted Turner, c'est une chaîne nationale. Ouais. Voilà. C'est pour dire que là, quand même, c'est impressionnant. Ouais. Que là, c'est même remontée de la NWA. C'est même certainement le premier show à avoir été à ce point-là diffusé nationalement. Parce que là, peut-être dans le Golden Era, c'était peut-être un peu plus... c'était plus compliqué au niveau des réseaux de diffusion et de la technologie. Voilà. Là, on est déjà dans la télé moderne, en fait. Voilà, c'est déjà plus moderne. On est en fin des années 70, début des années 80, c'est la télé moderne. Je te pose des questions parce que je pense que c'est même clair pour les gens qui nous écoutent. Quand tu parlais des 3 gros réseaux qui diffusaient, ça avait pas la même aura que ce qu'avait le réseau de Ted Turner dans les années 70-80. Évidemment. Voilà. Ils avaient ils étaient gros parce qu'il y en avait moins aussi. C'était des gros poissons dans une petite mare.
si tu veux, pour faire l'analogie. Alors que Ted Turner, TBS, c'est un gros poisson dans une grosse mare. Voilà, c'est ça. Voilà, bien vu. Merci. Donc la NWA, c'est à ce moment-là qu'ils vont recruter le fameux Gordon Solie. Okay. Je vous ai dit, en fait, je vous donne un nom qui va faire le préambule de ce que je raconte. Et il est surnommé le Walter Cronkite du catch professionnel. En provenance du territoire de la Championship Wrestling from Florida, qui est un gros territoire, dirigé par l'ancien président de la NWA, Eddie Graham. Solie devient le commentateur principal et le présentateur vedette de la Georgia. Donc Gordon Solie, c'est l'un des premiers gros présentateurs de catch star. C'est lui, si vous avez aimé Jim Ross, Jerry Lawler, comme il s'appelle à la EW et de la WCW. Oui. J'ai sa tête, j'ai plus son nom. En fait, j'ai tellement de noms que j'oublie. J'ai sa tête, j'ai plus son nom. Non, c'est pas Patterson. Comment il s'appelle? Ah, oui, je l'ai en plus, j'ai sa tête. Excusez-moi, je le tape. J'ai sa tête. C'est une honte de pas. Désolé. Tony Schiavone. Voilà, merci. Voilà. Eric Bischoff. Les gros commentateurs, parce qu'Eric Bischoff, on l'avait déjà dit, hein, Eric Bischoff, il venait du monde du catch, hein, il était présentateur télé. Oui. Il a fait croire qu'il... Voilà, à la AWA. Donc en fait, tous ces mecs-là, ils ont un père commun. C'est Gordon Solie. Voilà. Donc c'est un nom qu'il faut que vous devez retenir parce que c'est le premier présentateur de catch star. De toute façon, quand tu passes nationalement. Et Walter Cronkite, ça doit être un gros. Cronkite, ça doit être un truc. Ça doit être quelque chose qui était mainstream à l'époque. Ouais, je sais pas. Je suis désolé, je l'ai noté, mais j'ai pas regardé qui c'était. Je suis un débile. Walter Cronkite. Je sais pas si je vais trouver. Désolé les amis, on cherche en même temps. C'était un journaliste. Un gros journaliste américain. Voilà. Mais finalement, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je me dis aussi que c'est bien ce qu'ils ont fait d'avoir mis une image. Parce qu'en fait, le présentateur, c'est la première image que tu vois du show. Évidemment. En choisissant une star, ça te donne un aspect visuel au show. Les gens, le spectateur, surtout dans les époques-là, vu que la télé, c'est énorme, plus qu'aujourd'hui, hein, le spectateur a besoin de se raccrocher à quelque chose. Quand la première image que tu vois, c'est cette personne que tu connais toutes les semaines, déjà, le spectateur, il est, entre guillemets, rassuré. Je sais pas, rassuré, c'est peut-être pas le bon terme, mais il sait où il va. Et c'était important de donner une image précise au présentateur. Exactement. Ça pouvait pas être un nobody. Et là, c'est le vrai dernier point où je vais m'arrêter sur le contextuel, le machin, parce que après là, on va passer sur l'ère Vince McMahon Jr. Déclin de la NWA, création de WCW. Ça, on en a déjà parlé. On en parlera peut-être plus tard sur des points qu'on n'avait pas mis dans nos histoires habituelles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vas quand même parler un petit peu de la continuité de la NWA? Là, je vais plutôt parler de Luthez. Ouais. Là, avant ça, je vais vous donner les dates clés. Voilà, on va faire une conclusion sur ce que je viens de dire avec des dates clés. Ensuite, on va parler de Luthez, et après, je vous donne les premiers gros territoires des États-Unis, parce que ce sera dans les futurs épisodes. Donc, la continuité de la NWA, ce qui se passe quand la WCW est créée, ça, on se le garde pour quand on fera les années là à l'époque. Ça, on a fait une émission sur la WCW pour tout raconter. Oui, mais ce qui est devenu la NWA. Là, tout ce qui est avant, on fera des émissions sur les territoires, même durant cette période-là. Et ce qui est devenu la NWA aujourd'hui, on en parlera, ça, je pense. Plus tard. Tu veux se garder. Plus tard. Tu veux vraiment que dans la continuité dans les années, on s'arrête fin des années 80, quoi. C'est ça. Okay. Parce que peut-être que quand on parlera de la NWA aujourd'hui, c'est un truc mineur. On en parlera, évidemment. Ce sera beaucoup plus tard, parce que là, comme j'ai dit, je vous ai fait toutes les grosses années de la NWA. Je vais vous donner les dates, on va parler du plus gros champion, Luthez, je vais vous donner des promotions, et dans les futures vidéos, on va parler des promotions. Ouais. Et entre les promotions, peut-être quand on aura fini les promotions aux États-Unis et la NWA, on ira au Mexique, on ira au Japon. Et on ira un petit peu en Europe. Et on ira en Europe. Dans ces années-là. Justement pour parler de la création en fait des fédérations ou du catch dans ces pays. Quoi qu'il arrive dans les histoires, on va rester dans les années, on va s'arrêter on va continuer à monter au fur et à mesure des années, mais pour l'instant on reste dans les années 80. Pour vous donner l'exemple, comme ça Thomas là aussi, parce que je lui ai pas dit le plan que je voulais faire. Par exemple, quand on va parler du Japon, je m'arrêterai à la création de la New Japan Pro Wrestling et de la All Japan Pro Wrestling. Oui. Et après, comme ça, on pourra faire des émissions sur ces fédérations. À part, on fera des émissions à part, où on ferait la carrière d'Inoki, des trucs comme ça. Au Mexique, on parlera de la création de la CMLL
et la création de la AAA, mais on s'arrêtera à un certain d'année. On parlera plus au niveau de la création de ce qui se passe derrière. Comme là, finalement, ce qui se passe pour la NWA, on l'avait traité dans la WCW. Ouais. Et ensuite, la NWA, aujourd'hui, ça existe toujours, mais ça a plus le même impact. C'est ça. Donc, ce sera dit de manière différée. Mais là, c'est plus pour vous raconter l'histoire qui a amené le produit catch à travers le monde. Donc, du coup, vas-y. Donc, les dates à retenir. 1948, parce création de la NWA par Paul Pinky George. Voilà, là il vous fait un petit récapitulatif parce qu'il y a eu beaucoup, pour pas que ce soit trop aride, mais ça a été clair, ça a été très clair. Voilà. Donc je vais pas rentrer en détail, j'ai noté plein de trucs, mais on va faire rapide. Deuxième, 1949, l'accident d'Orville Brown. Ça tu l'as pas, Je l'ai pas dit parce que je voulais en parler par rapport à Lutez, mais je vais le dire là. De base, le premier champion NWA qui est Orville Brown, qui était l'un des 6 promoteurs ralliés à Paul Pinky pour créer la NWA. Mais comme tu as dit tout à l'heure, les mecs étaient catcheurs et promoteurs. Voilà, devait affronter Lutez pour unifier définitivement les 2 principales ceintures mondiales. Ouais. Mais quelques semaines avant le match, il est victime d'un violent accident de voiture. Sa carrière est terminée, il restera paralysé pendant plusieurs mois. Merde. Du coup, le combat n'aura jamais lieu et la NWA va donner le titre à Lutez, le deuxième titre à Lutez. C'est con, ils auraient pas pu faire un combat quand même pour... Ils ont pas pu faire le combat ultime. Mais ils auraient pu faire peut-être un combat quand même pour que les gens ils soient contents de voir un combat. Bah après, ils verront les combats de Lutez derrière. Mais il n'y a pas eu le truc, le marquant, ça a pas pu se faire. Le vrai changement, ça s'est pas fait. Ça a pas pu se faire. Donc voilà, donc ça je voulais c'est important, donc je vous le redis, 1949, que Orville Brown ne peut pas défendre son titre suite à un accident. Troisième point, là par contre c'est pas une date, on va en parler, ce sera Lutez, le point Lutez, je le garde pour après, ça va être important. 1956. Fin de Golden Age, donc Golden Age c'est de 49 à 1955, ça c'est important. Là c'est, à la télé c'est la folie. La folie. 1956, le gouvernement américain attaque la NWA. Ok, ça tu l'as dit tout à l'heure. Qui va signer par rapport à son le consent decree. Voilà, ça c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Par rapport à son monopole, qui permet pas aux plus petits de monter. Et l'anecdote que j'ai notée, justement, c'est beaucoup d'historiens du catch considèrent que c'est le début du lent déclin de la NWA. C'est la date clé, donc. Et parce qu'ils peuvent plus avoir le monopole. C'est ça, 1956. L'autre date, 1963, Buddy Rogers, la naissance de la WWF. Voilà. Parce qu'ils ont pas voulu reconnaître c'est ça. sa défaite face à Lutez. Exact. Et en même temps, création de la AWA, parce que Verne Gagne a profité aussi de ça pour créer sa propre fédération. Verne Gagne et Vince McMahon, fils qui s'adoreront d'ailleurs. Je ne négocie pas. 1970, Atlanta devient la capitale du catch. Ouais. Donc, avec Gordon Solie qui devient le commentateur phare, à tel point qu'il va être nommé par le nom du grand journaliste américain, moi je connaissais pas, mais Walter Cronkite, et qui fait que ça va être le show le plus mythique sur la chaîne de Turner. Voilà. Ça peut peut-être encore se retrouver un petit peu ça. Bon, voilà. Et j'ai toutes les autres années, jusqu'au truc récent, je le garde de côté. Voilà. Donc les années 80, 90 et tout, j'ai toutes les dates. On en parlera en temps voulu. Donc ça, tu veux pas qu'on en parle maintenant? Non, parce que là, ça concerne la NWA ou pas? Ça concerne la NWA, mais après là, c'est des trucs qu'on a déjà parlé et que je vais garder pour plus tard. Ok. Tu vois, par exemple, allez, je vous tease. Ouais, vas-y. 1981, Ric Flair devient le visage de la NWA. Oui. Voilà. Et ça, c'est dommage. Ah, donc ça, tu veux qu'on s'en garde pour... Oui, c'est ça. Là, je veux qu'on reste dans le préambule. Dans la création. Dans la création. Et quand on fera... Parce que tu veux qu'on refasse une émission plus tard sur la NWA ou autre chose? On aura des points. Parce que quand on va parler des fédérations, on va avancer plus dans les années pour montrer l'évolution. Et là, tu pourras... Ok, d'accord. Et surtout que si vous voulez voir Ric Flair et visage de la NWA, une petite chaîne YouTube sympa qui s'appelle Les Couloirs du Catch, on fait 2 vidéos dessus. 3 vidéos dessus. Voilà. Et on a fait plus de 5 heures sur Ric Flair. Voilà, tu comprends pourquoi? Pareil, c'est pour vous donner mon cheminement, mais en fait c'est des trucs que vous avez déjà dit, donc j'ai pas besoin de le répéter. Le 8e point, c'était le Black Saturday en 1984. Mais ça c'est... Je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'on a fait sur la WCW. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'était pour pas se répéter à l'infini, et faire une vidéo de 3 heures où vous êtes déjà gavé d'infos. Ouais, c'est vrai. C'est quoi qu'on parle de Starcade? Starcade 97. Du coup, en fait, Vince, Hulk Hogan, il veut pas perdre. Donc maintenant, on va prendre une petite pause et tu vas le dire avant de faire la pause. Tu me dis ce qu'on fait. Est-ce qu'on parle d'abord de Lutez ou est-ce que je vous cite les territoires NWA? Non, on va rester sur Lutez parce que c'est le gros point
C'était ton point 3 que t'as pas cité, donc on va rester sur Lutez. Et après, on fera un point AWA. Tout simplement que la prochaine fois qu'on fera une émission comme ça va être vraiment sur les territoires, au moins les gens, ils auront juste la dernière partie à réécouter. C'est ça. Voilà. Donc maintenant qu'on a bien expliqué un petit peu toute cette création, on a parlé de la création, on a parlé des dissidents, on a parlé de tout ça. Avant qu'on parle des fédérations de l'époque, des territoires, hein, que tu donnes des noms et que tu expliques un petit peu, on va rester focus sur peut-être le nom le plus marquant de cette époque-là. Voilà, j'ai même été plus loin dans mes notes, j'ai noté, s'il ne fallait retenir qu'un seul nom pour représenter le catch professionnel du XXe siècle, ce serait Lutez. Ce serait Lutez. Voilà. C'est impressionnant quand même, hein, de se dire que... Et finalement, il y a tellement eu de révisionnisme WWE, et comme ils ont toujours voulu un petit peu cacher tout ça, oui. Eh ben, ils en ont peu parlé. Voilà. Moi, je vais quand même, si tu veux, pour une fois, faire un petit peu c'est juste sa date de naissance et tout ça. Vas-y. Donc, Aloysius Martin Lutez, né le 24 avril 1916 à Banat, dans le Michigan. Et il est mort le 28 avril 2002 à Orlando. Donc, il a quand même eu une vie, sacrée vie. 86 ans. Et donc, c'est un catcheur américain. C'est donc, comme tu dis, le plus gros nom du catch. Il a commencé sa carrière en 32, donc il avait à peine il avait 16 ans. Et même je vais compléter ce que t'as dit. Il est né d'un père originaire de Hongrie qui était champion de lutte gréco-romaine. Donc ça veut dire qu'il lui apprend déjà la lutte alors qu'il était. Il avait déjà le background de le background de la lutte. Merci. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, c'est plus qu'un champion, c'est plus qu'une star de catch, c'est qu'il est considéré comme l'homme qui a donné sa crédibilité au catch moderne. C'est impressionnant quand même. Voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment faire un point sur lui, et que son influence est telle que plusieurs prises portent son nom aujourd'hui, s'il faisait le Loot Express. Voilà. Et il est souvent présenté comme le plus grand champion de l'histoire de la NWA. Personnellement, c'est le cas. Ouais. Mais comme aujourd'hui la NWA ne ressemble plus à grand chose, et qu'on est biberonné à la WWE et à la WCW, on nous en parle pas de lui. On nous en parle pas. Pour moi, un jour je le ferai, ça peut-être en bonus, justement c'est peut-être une idée de bonus, où je vous ferai mon Rochemort de l'histoire du catch. Et ben je vous spoil déjà un nom, Lutez. Si vous faites un Mont Rochemort du catch, parce que les gens qui me font un Mont Rochemort WWE, c'est pas ça que je veux dire. Tu vois, si tu me mets Steve Austin, The Rock, machin, Hogan, oui, ok. Là, moi, je te parle à Mont Rochemort de personnes les plus influentes de l'histoire du catch. Si pour les États-Unis, vous ne mettez pas Lutez, c'est que vous manquez justement de connaissances. Oui, là, tu parles pas du mec, tu parles pas du gars tu parles pas de la personne comme moi qui a regardé que la WWE. Tu parles de personnes qui ont une connaissance du monde du catch de manière générale. Voilà. Parce que on pourrait mettre des noms du Goldust Trio aussi, Tous Monte, voilà, Ed Lewis et tout. Moi, la question que je me permets de te poser, est-ce que Hogan, il serait quand même dans ton Mont Rochemort? Parce que si on met Lutez pour son importance... Si tu me fais un Mont Rochemort du catch américain, Hogan, il est dedans. Parce que quand même... Hogan, il est dedans pour plein de points. Si tu me fais un Mont Rochemort de l'histoire du catch mondial, il est pas dedans. Ouais. Parce que je choisirais... Comme catcheur américain, tu mets Lutez. Parce que je mets Lutez, voilà, exactement. Ben moi, je pense qu'il y aurait quand même André dans mon Mont Rochemort. Si j'allais faire que catcheur américain, enfin que catch nord-américain, parce que André aussi a été très important pour la popularité du catch à l'époque-là. Oui. Vois, je sais pas si je le mettrais dans le top 4 des Américains que je nommerais. Ou il serait 5e. Ouais. Ou encore une fois, c'est la plus grande attraction du catch, donc en fait, lui, il est à part. Oui, il est dans un monde à part. Ouais. Tu vois, c'est la 8e merveille du monde. Voilà, c'est différent. C'est pas Ripley? Ah non, c'est pas Shayna? Shayna, c'est la 9e. 9e, c'est ça. Voilà. Et qu'on vienne pas me dire avec la nouvelle catcheuse NXT, quand j'entends les gens la comparer à Shayna, j'ai envie de pleurer. Sérieusement, je pense que j'ai pas son nom, mais je vois laquelle tu parles. Vous vous rendez pas compte de ce qu'était Shayna. Encore une fois, la chaîne des couleurs du catch a fait une émission cool sur Shayna. Oui, et puis la chaîne de l'envers du ring également. Exactement. Ouais. Donc là, on fait un big up aux copains. On fait un big up aux copains. Et Lunatic a fait une très belle émission sur la canne au Sénégal. Donc du coup, comme tu as dit, 1932, c'est les débuts professionnels de Lutez à 16 ans. Donc il va être entraîné par les légendes de la lutte.
Georges Tragos, Ray Steele, mais le plus important, Ed Strangler Lewis, un des membres du Goldust Trio, comme on avait beaucoup parlé dans la première vidéo. D'ailleurs, t'avais promis que tu ferais une émission bonus sur chacun de ces mecs-là. Et ben ça, je dis rien. Et ben justement, ça c'est dans les plans, vous inquiétez pas. Et ils font de lui un hooker. Je l'avais déjà dit dans la première vidéo. Un hooker, ça c'est-à-dire un catcheur capable de soumettre réellement un adversaire qui lui tient tête. Voilà, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure qu'il était imbattable. Il était imbattable. C'est que, en fait, le mec, c'est, sans le vouloir, c'est un vrai lutteur proche du jiu-jitsu brésilien qui va arriver après dans le MMA, quoi. Parce qu'en fait, le mec, dans sa manière de vous plier les bras, les jambes et machin, il est capable de vous péter le bras et de réellement vous soumettre. Ouais, s'il veut gagner, il gagne. Il gagne. C'est que, en fait, c'était un vrai athlète de A à Z. D'où ton anecdote sur sa blessure au dos. Oui. Avec Carpentier. S'il n'était pas blessé, en fait, Carpentier n'aurait pas pu gagner. Exactement. Parce qu'il y a plein d'anecdotes, je le dirai plus on avance dans les années. Le 29 décembre 1937. Vas-y. Je voulais juste dire un truc encore sur lui, je suis désolé. Il fait 1m88 pour 102 kilos. Je sais pas si on l'a dit tout à l'heure, ses mensurations. On ne l'a pas dit. Je trouve que c'est intéressant pour que vous puissiez vous donner une idée de ses mensurations à l'époque. Et 1m88 pour l'époque, c'est déjà grand. C'est gigantesque. Voilà, il n'est pas encore dans les catcheurs justement stéroïdés de 1m95, 2 mètres et tout, qui arrivera bien plus tard. Là, lui, il a le physique d'un athlète, d'un lutteur gréco-romain, mais comparé pour vous redonner la comparaison de notre précédente vidéo sur les catcheurs tapés, quand on a parlé du physique de Harley Race, du physique de Ed Farrat, où ils étaient très trapus, très posés. Lui, non. Lui, il est très athlétique. Il est avant-gardiste, lui. Il est avant-gardiste parce qu'en fait, il a pas les hanches là. Ouais, quand vous regardez des photos de lui, il est avant-gardiste. C'est un mec qui aurait pu faire du foot américain, par exemple. Voilà, il a un physique de fou furieux pour l'époque. Mais comme il n'y avait pas encore les produits et tout comme ça, le mec a pas les tablettes de chocolat, si vous voulez. De toute façon, il y avait les poils. Voilà. Mais il a un physique démentiel par rapport aux autres catcheurs de l'époque. Donc du coup, le 29 décembre 1937, à 21 ans, il devient déjà champion du monde de l'American Wrestling Association, l'ancienne. Pas la AWA de Vergagny, la première. Qui était dans le territoire de Boston, entre Boston et l'État de l'Ohio. Voilà. D'ailleurs, un jour, si vous voulez qu'on puisse vous faire un vlog où on va sur tous ces territoires-là, ça serait kiffant de ouf, ça. N'hésitez pas à donner un petit peu d'argent aux chaînes de la couleur du catch, on vous fera un vlog exceptionnel. Et donc, du coup, pendant plusieurs décennies, ce sera le plus jeune champion du monde de l'histoire. Ouais, t'as 17 décennies, t'as peut-être été un poil loin, mais on n'est pas loin des 5 ou 6 décennies. Hein. 32, 90, il arrête en 92, ça fait 6 décennies. Ouais, 6 décennies. Bah oui, parce que là, il a commencé en 32. 32, donc. Ouais, 6 décennies. Années 30, années 40, années 50, années 60, années 70, années 80, années 90. Ouais. 7 décennies. 7 décennies. Ah, bah, 7 décennies. Voilà. On oublie de compter la première, en fait. Ouais, j'avais compté. Non, 7 décennies, va catcher. Donc, du coup, on continue. De 1948 à 49, c'est la naissance de la NWA, ça on l'a dit, et il est censé affronter Orville Brown. Oui, il ne pourra pas. Tout début de la naissance de la NWA, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est Erwin Brown le premier champion. Voilà, c'est ça. Et il devait rassembler les 2 titres de champion du monde les plus importants, donc le nouveau champion NWA et le titre le plus important des autres territoires. Ça n'a pas pu se faire, mais on va lui dire, ce sera quand même toi le champion. Normal. Ils n'ont pas attendu le WrestleMania suivant. Non. Petit big up au Bafemi. Il n'a pas gagné King of the Ring. Donc de 1949 à 56, c'est le Golden Age, comme on vous a dit. Et en fait, durant cette période, Lutez, il va voyager dans tous les territoires des États-Unis, pratiquement tous. Il va défendre son titre contre la plupart des champions locaux, logique. Il va lutter Canada, Mexique, Europe, Japon, en plus de ça. Et puis, on est fin années 40, début années 50, le mec voyage à travers le monde. Ça n'existe pas à l'époque là. C'est le premier à faire ça. C'est un truc de fou. C'est l'un des premiers parce qu'à l'époque là, il y a pas de fédération au Japon pour t'accueillir comme aujourd'hui. Bah oui. Voilà. Ça va être les débuts et tout. C'est ça. C'est un truc de fou. Ça existait déjà. Juste, tu me teases pas, tu m'en parles pas. Mais là, on est d'accord. Tout ce qui est New Japan Pro Wrestling, ça n'existe pas. Bah, pour te donner la date de la création de la New Japan Pro Wrestling, c'est en 1972. Ouais. Donc qui c'est en fait qui l'accueille? Et ben c'est tout le crew de Ricky Dawson. Je vais en parler après. Ok. Voilà. Son règne va durer plus de 2300 jours. Le premier règne. 2300 jours. Donc il explose Saint-Martino, non?
Je sais plus. Sam Martin, je crois que ça a été plus long. Quoique, faudrait vérifier. Allez, on va. Vas-y, je regarde. Vas-y, continue à expliquer, je regarde. Vas-y. Durant ces années que la NWA devient la plus grande organisation du catch du monde. Logique. 1956. C'est important. Le 15 mars 1956, il va perdre son championnat contre Reaper Billy Watson devant une scène de 15 000 personnes à Toronto. Ouais, les gens sont comme des fous. Comme des fous, c'est sa première perte de titre. Ah oui, il a détenu pendant 2 règnes sur 4040 jours. Oui, voilà, c'est ça. Mais quelques mois plus tard, il va récupérer le titre et ça va renforcer son statut d'intouchable. Ah oui, bah oui, forcément. Donc là, ils ont décidé de lui faire perdre le titre à Toronto, mais il va le récupérer très peu de temps après. Ouais, c'était un one shot, quoi. Ouais, la perte du titre, c'était pour faire plaisir aux gens, un truc de fou, et puis... Ouais, c'est ça. Mais le champion, c'est lui, donc on lui redonne. Coucou, Sami Zayn. 1957, c'est le scandale que je vous ai dit qui va amener la séparation des territoires du Québec de la NWA. Oui, donc le scandale, d'Edouard Carpentier. Parce que Tez va vraiment se blesser au dos, Carpentier va être déclaré vainqueur, mais la NWA ne va pas considérer ce changement de titre. Voilà. Et là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, s'il n'était pas blessé au dos, il aurait pu gagner quoi qu'il arrive. Mais du coup, cette année-là, c'est ce qui va lancer la création d'autres titres de champion du monde. Les concurrents, ils vont se décider de faire leur titre à eux, parce qu'ils sont pas d'accord. On a expliqué tout à l'heure. Ouais. Voilà. Ensuite, on va passer sur le truc que j'adore, le Japon. Voilà. Une influence gigantesque. Là, vraiment, dites-vous que ce point-là, c'est les prémices de l'épisode qu'on fera sur le Japon. Parce que ça démarque Lutez. C'est quand même ouf, ce que je vous explique là. Donc en 1957, Lutez, il part défendre le titre au Japon. Et c'est là où en fait on le présente à Riki Daozan, qui est considéré comme le premier catcheur japonais. C'est à ce moment-là. On en avait parlé. C'est là où Riki Daozan va commencer à faire de la politique pour essayer de lancer le catch au Japon. Parce qu'il ne peut pas être Sumotori. Parce qu'il est coréen du Nord. Et qu'en fait au Japon il peut pas être Sumotori. Je me cherchais où c'est qu'on avait parlé de son nom. Voilà. Et en fait, il essaie de promouvoir Riki Daozan s'intéresse à ce qui se passe à travers le monde, il voit que le catch... C'est lui aussi, non, qui a quelques petites accointances avec les triades, non? Ah oui, les Yakuza à fond, non? C'est ça, hein. Ah, les Yakuza, ça ira, hein. Ouais. Ça va y aller, hein. C'est ça, hein. Et du coup, justement, il va se servir de l'influence de ça et tout ça, il va regarder ce qui se passe à travers le monde, il voit que le catch aux États-Unis, ça commence à devenir un truc de fou furieux. Tu me rappelles l'année juste? 1957. Et en fait, du coup, il se dit, il faut que j'arrive à contacter la NWA, justement, pour essayer de faire venir Lutez dans mon pays, dans le pays où je veux promouvoir. Dans le Japon, pour créer le catch japonais. Donc, du coup, il va avoir multiples affrontements entre Lutez et Riki Daozan, à tel point que même Lutez, parce qu'il voit que le catch, il veut de lui-même que le catch mondial fonctionne, il accepte en tant que champion NWA de perdre son titre contre Riki Daozan. Là-bas. Je suis même pas sûr que c'est considéré. Il faudrait vérifier. Oui, parce que c'est pareil. Sur Twitter, t'as pas vu qu'il a perdu. Il y a pas de Twitter, là, exactement. Donc du coup, c'est ce qui va faire que le catch au Japon va être né et qu'il va y avoir l'explosion. C'est à ce moment-là. C'est entre les affrontements entre Riki Daozan et Lutez. Oui, donc il est précurseur pour la création du catch japonais, quoi. En même temps que ça, anecdote, c'est lui qui va former Riki Daozan au catch. Plus de ça, parce que le mec se lance dans le catch, il est pas catcheur. Il faut bien un prof. Et c'est Lutez qui va apprendre le catch au premier catcheur japonais. Qui n'est pas japonais. Il n'est pas japonais, mais il va apprendre. Non, mais on y reviendra quand je parlerai de l'histoire du catch, mais le début de l'histoire du catch japonais, c'est des japonais qui font du catch américain. Ouais. Avant le fameux Antonio Inoki. Et la plus grande star du catch japonais est un Coréen du Nord. Exactement. Voilà. Non, parce que pour moi, la plus grande star du catch japonais. Non, mais à l'époque là, je parle. Ah oui, à l'époque là, le premier. Parce que pour moi, la plus grande star, c'est Inoki. Oui, mais là, je parle à l'époque là. Voilà. 1963, j'ai nommé retour contre Buddy Rogers. Donc le 24 janvier 1963, il bat Buddy Rogers pour gagner son 3e titre NWA. Sauf que si je t'ai bien suivi, c'est mot sa gueule. C'est mot sa gueule. C'est le moment où Vince McMahon et Vern Gagne vont créer leur fédération à part de la NWA et que Buddy Rogers va devenir le premier champion de WWF. Voilà. Parce que, surtout qu'en plus, Buddy Rogers ne voulait pas perdre ce match. Il s'est dit, c'est bon, Lutez, c'est fini. Maintenant, c'est à mon tour. Sauf que les gars ne voulaient pas. C'était vraiment fini? Ouais, comment ça, 63?
Il a commencé en 32, hein, ça fait 30 ans. Hein. Ah, il a 46, 47 ans, là. Ouais, mais ça fait 30 ans qu'il Ouais, catch. voilà. Le corps, il commence à subir un peu. Et le truc, c'est que tout le monde savait, et c'est pour ça que c'est Lutez qui a gagné, tout le monde savait que Lutez, il pouvait gagner pour de vrai. En fait, même si Buddy Rogers voulait pas perdre, si ça devenait legit dans le ring, il était foutu. Et du coup, même les dirigeants de la NWA le savaient et ils n'étaient pas inquiets parce qu'ils disent si Rogers refuse de coopérer face à Lutez, il l'aurait déboîté. Voilà, c'est ça le truc. Quoi qu'il arrive, il gagne quand même. Quoi qu'il arrive, il aurait gagné. Mais de toute façon, il y a tellement d'anecdotes où en fait Lutez, il y a des mecs qui ont tenté de faire des screwjobs et ils se sont retrouvés couchés sur le ventre avec le bras en équerre à travers la nuque et que ça s'est fini comme ça en fait. Ça existe pas un match Lutez contre celui qui avait voulu blesser Kurt Angle? Il est con, rien à voir. 1966, la fin de son dernier championnat mondial, il va perdre son titre face à Gene Kiniski, nom de l'époque. Non, c'est pas Gene Snitsky. Non, c'est pas Killer Kolaski. Non, c'est pas lui. Non, là c'est Gene Kiniski. Ok. Que je connais pas. Ah non, moi non plus. Est-ce que j'ai une annotation, si tu veux, je peux regarder. Non, c'est bon, t'embête pas. Ok. T'embête pas. Voilà, c'est un catcheur canadien. Ok. Voilà. Donc, qui est un des gros champions des années 60. Ok. Voilà. Et après de 50 ans, il reste pourtant l'une des attractions principales mondiales dans le monde du catch. Années 70, contrairement à beaucoup de champions de l'époque, lui il continue de lutter. En fait, il avait pas pris sa retraite alors que là, il a passé son prime. Après, la chance qu'il a eu peut-être aussi, c'est de pas trop se blesser gravement, parce que c'est sûr qu'à l'époque là, c'était pas la même médecine, il a eu la chance de peut-être d'éviter les graves blessures qui fait qu'il aurait pas pu catcher. Et du coup, merci de t'appuyer sur mon point que je disais au début, ça permet de réappuyer dessus que c'était un athlète hors du commun. Ouais. Mais quand je dis hors du commun, c'est je pèse mes mots. Ouais, parce que le gars à 60 ans, il est encore sur le ring. En ayant commencé dans les années 30, je vous laisse deviner la médecine que c'était à l'époque, c'était pas la même chose. Le mec, il a voyagé dans le monde entier, il a pris des bums partout, et il peut encore catcher aujourd'hui. Si t'as pas le corps, si t'es pas prédestiné à ça, tu peux pas. Donc du coup, à tel point, dans 60 ans passés, il continue de remporter les champions majeurs. Du coup, j'ai une date. En 1976, il devient notamment le premier champion du monde de l'Universal Wrestling Association au Mexique, en battant l'une des grosses légendes de l'époque, Mil Mascaras. Mec, normal, à 60 ans, je prends un titre de champion du monde, un premier titre de champion du monde dans une fédération, c'est n'importe quoi. Hein, quand on se plaque, les vieux, ils prennent la place des jeunes. Lutez, voilà. Ouais, mais à cette époque-là, il y avait moins de vieux célèbres. Et tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil qu'aujourd'hui où... Et là, c'est pas pareil, il faut attendre WrestleMania. Et là, ça me fait grave plaisir. 1990, son dernier match, à 74 ans. Ça va. Où il va affronter Masahiro Chono à la New Japan Pro Wrestling. Ah, mais ça devait pas ressembler quand même à... C'est pas ouf, mais par contre, l'image est belle parce que Masahiro Chono, on dit très souvent que c'est un Lutez moderne en termes de catch. Parce que c'était la passation. Ça fait une passation. C'est beau. Il le fait au Japon parce que c'est lui comme j'ai dit, c'est l'un des pères du catch. Ah, mais je trouve ça super beau qu'il ait fait ça. C'est génial. Voilà. Et comme j'ai dit, c'est l'un des seuls catcheurs au monde à avoir catché sur 7 décennies. Ce qui est abusé. Ric Flair l'a pas battu? Voilà. Ric Flair? Peut-être? Je crois pas que ça existe. Je ne crois pas qu'il y ait eu Lutez contre Ric Flair. Non. Ah. Je parle en nombre de décennies catchées. Parce que bon, Ric Flair, quand même, avec son putain de match dans les années 2020, ça fait une décennie de plus. Tu vois ce que je veux dire? Attends, 70. Il commence fin 70. Hein, ouais, 70, ouais, Ric Flair, c'est 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Il a pas dépassé. Ah, ok. Ça fait 6. Ok. Voilà. Et donc, du coup, comme on disait, voilà, c'est pour ça qu'il était si fort, parce que c'était un vrai combattant dans le monde du catch. Il était legit. Il a inventé, comme on a dit, plusieurs prises mythiques. Le Lutez Press, le STF. Voilà, parce qu'on dit très souvent Masahiro Chono a créé le STF. Non, Masahiro Chono a pris le STF de Lutez. Justement, c'est pour ça que le dernier match, c'est pas John Cena qui l'a créé le STF. Voilà. J'ai toujours trouvé que c'était trop compliqué. Voilà, donc du coup, c'est lui l'inventeur de ça. Une forme précoce du German Suplex, j'ai noté, parce que
celui qu'on dit qui est le créateur du German Suplex, j'en ai déjà parlé, c'est Karl Gotch, un Belge, qui a inventé la souplesse allemande. La souplesse allemande, non mais ça je cherche pas à comprendre. Voilà. Et l'une des premières formes de powerbomb vient de Luthez. Ok. C'est quand même ouf, hein. Ah, c'est un truc de fou. Un truc de fou, voilà. Précurseur, le gars. Mais de tout. Parce que je pense qu'à l'époque, quand tu voyais dans les années, quand tu vois une powerbomb à l'époque, quand t'es pas habitué, tu dois te dire quand même, wow. Mais qui est mort. Ouais. Franchement, tu dois te dire ça. C'est ça. Tu pètes les plombs, hein. Bah, si c'est Seth Rollins qui te l'a fait, t'es mort. Coucou Sting. Donc, comme j'ai dit, il a fait connaître le champion NWA à travers le monde entier, avant même l'ère de la télévision nationale. Quand on a parlé de Ted Turner et tout ça, il parcourait déjà tous les territoires américains, le Japon, le Canada, le Mexique. Ah, moi, je trouve ça impressionnant de te en dire étant considéré comme le véritable champion du monde. Avant que Ric Flair arrive à la WWF en 92 en disant je suis le vrai champion du monde. Ben, le vrai champion du monde, c'est Luthez. Et, comme j'ai dit, il a formé plusieurs légendes japonaises, vu que c'est un des pères du catch japonais, donc avec Rikidozan, mais il a formé Antonio Inoki, il a fait partie des mecs qui ont formé Antonio Inoki, Giant Baba, donc les deux enfants, je mets des guillemets, de Rikidozan, Jumbo Tsuruta, qui est le troisième, c'est celui qui va être la plus grande star de la All Japan, en face de Antonio Inoki, et Masahiro Chono. Ouais, donc ouais, quand même, le mec, en fait, il a un héritage dans le monde du catch. C'est qui est assez monstrueux. C'est démentiel. Et comme il appartient à la NWA, et que la WWE, elle adore réécrire toute l'histoire, on nous en a jamais parlé. On nous a pas jamais parlé. C'est comme je vous dis, si on doit citer l'un des plus grands champions du monde de l'histoire, on est obligé de citer Luthez. Je serais curieux de savoir, vu qu'il est mort en 2002, que la WWE existait en 2002 et passait des shows à la télé en 2002, s'il y a eu une minute de silence pour Luthez. Je pense que oui. Oui. J'espère qu'ils l'ont fait parce que... Ah oui, c'est sûr. Moi, je suis sûr que oui. Faut pas déconner non plus. Hein. Ouais. On parle de la WWE. Voilà. Et, alors, attendez. Et là, maintenant, on va passer sur le name dropping. Comme ça, on va pouvoir citer énormément de fédérations. Et il y aura des émissions sur à peu près tout ce que je vais dire. Ouais. Alors, tout ce qui est fédération, on fera pas une émission par fédération. On en choisira plusieurs grosses. Et on fera peut-être une demi-heure par fédération selon le temps que ça prend, quoi. C'est ça. Voilà. Déjà, on peut parler des 4 plus gros. Là, tu prends pas de temporalité, tu parles entre la création et la fin. À peu près. Pas la fin, complètement débile ce que je viens de dire. Entre la création et les années 80. Et le, voilà, c'est ça. Et l'explosion de WWF et WCW. Voilà. Donc, du coup, j'avais noté d'abord tout en ligne, mais en fait, ça va être mieux. Je vais d'abord citer les 4 plus gros. Là, on est d'accord, dans ce que tu vas citer, tu parles de fédération affiliée à la NWA pour l'instant. Évidemment. Et là, c'est les plus puissants dans les années 70-80, justement. C'est ceux qui vont devenir les 4 plus puissants dans les années 70-80. Alors attends, je vais essayer de... Il doit y avoir la fédération du Texas que j'adore. Non. Elle y est pas. Alors, est-ce qu'il y a la fédération de Memphis? Non plus. Putain! Non plus. La Georgia. Évidemment. Donc, le quatrième, c'est le San Luis Wrestling Club. Okay. Le territoire de San Luis qui était très gros. Troisième, c'est la Championship Wrestling from Florida. La deuxième, c'est la Georgia Championship Wrestling. Donc c'est même pas la plus grosse. La première, c'est Jim Crockett Promotion. Ah oui. Mais de toute façon... Qui va manger la Georgia. Mais de toute façon, ils sont basés au même endroit. Bah oui. Parce que la Jim Crockett et la Georgia, c'est le territoire d'Atlanta. Voilà. Du coup, de toute façon, ils vont finir par être mangés. Donc... Est-ce qu'on peut dire... Est-ce que tu veux qu'on précise quand même pour les gens au fond de la classe? Si tu veux, on va faire une chronologie. Ah mais la Jim Crockett, les amis, c'est ce qui va devenir la WCW. Évidemment. Voilà, donc c'est pour vous dire pourquoi c'est gros. Voilà, donc du coup, si tu veux, alors attends, comment j'ai noté ça? Excuse-moi. C'est pas moi qui t'excuse, c'est auprès des gens qui auprès des gens, parce que là, évidemment, dans les gros territoires, il y a WWF et AEWA. Mais avant que... AEW, c'est pas voilà, ça. Eux, ils font pas partie de la NWA. Mais avant ça, on l'a dit tout à l'heure. C'est ça. Avant la création de la AWA de Gagné, c'était le territoire de Minneapolis, du Minnesota. C'était le Minneapolis Boxing et le Minneapolis Wrestling Club. Ouais. Voilà. Comme le San Louis Club. Voilà, c'est ça. Eux, ça, c'était une WA sous Gagné. Et ensuite, il a créé... la AWA quand il a voulu se parer. Voilà. Comme ça, au moins, on est clair sur la AWA. Et comme on a dit, voilà, c'est les trois, de toute façon, comme tu l'as dit, les 3 gros territoires qui vont devenir hors NWA, c'est Minneapolis Boxing et Wrestling Club vont devenir la AWA en 1960,
La Capital Wrestling Corporation va devenir la Worldwide Wrestling Federation. Donc la WWE. Voilà, et la Jim Crockett Promotion va devenir la World Championship Wrestling. Ça, c'est tous les dissidents. Voilà. Allez, ça, c'est ceux qui sont barrés. En vrai, la Jim Crockett, c'est plus que ça va être. Elle va manger la NWA. Voilà, en fait. voilà. C'est presque elle qui va l'absorber, entre guillemets. Exact. Donc, du coup, là, je vais vous donner les fédérations avec les membres fondateurs. Donc là, on est en 48. Voilà. Je vais pas juste faire du name dropping, vaut mieux qu'on fasse du contexte. Donc, les membres fondateurs en 48. Il y a. Tu les avais dit tout à l'heure, là, maintenant, tu vas dire à qui ils appartiennent, c'est ça? C'est ça. Les 6 promoteurs qui ont créé la NWA. Le territoire de l'Iowa, la NWA Iowa, parce que c'est Paul Pinky George. Ils sont pas cassé le bonnet pour le trouver, celui-là. En fait, c'est lui qui l'a créé. Ouais, donc NWA, donc forcément, il avait le nom NWA. Iowa, ouais. C'est lui qui l'a donné. Ah, c'est lui qui. D'accord, ok. Oui, c'est Paul Pinky qui a créé la NWA. Okay. Donc forcément, lui, il avait le nom déjà. Ouais. Voilà. Donc là, je vais le dire, le territoire avant que ce soit Vern Gagne qui le récupère, le territoire du Minnesota, voilà. Le Minneapolis Boxing and Wrestling Club tenu par Tony Stetcher, avant que ce soit Vern Gagne qui le reprenne. Le territoire du Michigan, donc c'est la Harry Light Wrestling Office. J'ai donné le nom du mec, Harry Light. Donc lui, il avait donné son nom, c'est la promotion. Le territoire de l'Ohio, c'est le Midwest Wrestling Association, c'est Al Aft. Le territoire du Missouri, qui va devenir le plus important, parce que quand je vais vous dire le nom, si vous avez retenu ce que je vous dis au début, c'est le St. Louis Wrestling Club, tenu par Sam Munchnick. Donc le mec... Celui qui va devenir le patron de la NWA. Ah, le manager de l'UTS. Voilà, c'est ça. Et le territoire du Kansas, qui est aussi proche du Missouri, ils étaient un peu reliés. C'est le Central State Wrestling tenu par Orville Brown. Donc ces 6 fédérations-là, c'est les fédérations fondateurs de la NWA. C'est les 6 territoires fondateurs de la NWA. Comme ça, vous les avez. Donc, vous mettrez pause pour retenir les noms. Voilà. Après, on l'a dit au début d'émission, les noms des mecs, on l'a dit après, c'est pas, mais au moins, c'est clair. Voilà. Et là, je vais vous donner les grands territoires entre les années 50 et les années 80. Voilà, sans forcément de... Voilà, je vais les donner comme ça. Donc, dans le Nord-Ouest, on l'a dit, Capital Wrestling Corporation qui va devenir WWF. Ouais, ça on l'a déjà dit. Autre fédération, la Boston American Wrestling Association. C'est la fédération de Paul Bowser. Le mec s'appelle Bowser quand même. Et c'est rien à voir avec la WA. C'est pas parce que c'est BAWA. Voilà, c'est différent. Boston, ouais. Voilà. Est-ce que tout ça, c'est des fédérations qui ont été mangées plus tard par Vince, c'est ça? Ah oui. Parce que là, on est vraiment sur le coin de tout ce qu'il a bouffé. C'est ça. Là, on va parler des territoires du Midwest, donc du coup, le Minneapolis Boxing Club, tu l'as dit. Boxing and Wrestling Club qui vont devenir la AWA. Dans le Midwest, il y a la Central State Wrestling, il y a la St. Louis Wrestling Club, le Midwest Wrestling Association, le Detroit Wrestling, le Chicago Wrestling et le Omaha Wrestling. Ouais, tout ça, c'est les mecs qui se prêtaient où il y avait les catcheurs qui pouvaient aller. C'était des territoires, c'est ça. Et la Omaha Wrestling, c'est la NWA Nebraska. Voilà, donc connu aussi par son nom. Dans le sud. En fait, ils essayaient d'avoir à peu près que chaque État ait une fédération affiliée à la NWA. Le but, c'était un peu ça, je pense. C'est exactement ça, c'est pour ça qu'ils ont eu le monopole. En fait. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu les problèmes parce que finalement, quand t'es la deuxième fédération du Missouri, comment tu peux exister si la première elle est affiliée à la NWA? Tu peux pas exister, c'est pas possible. Tu peux pas exister. Les mecs ils sont trop gros parce qu'en fait ils ont le potentiel de ramener n'importe quel autre catcheur d'une autre fédération. C'est combien d'États aux États-Unis? Et je veux pas dire de conneries. Normalement c'est 51. Ouais voilà. Ou c'est 50. C'est 50. C'est 50. Donc du coup il y a 50 promotions minimum. Oui. Et affiliées à NWA. En gros. Mais il y en a qui n'ont pas vraiment existé. Tant qu'il n'y a pas eu le décret. Voilà, c'est ça. Il y en a 50. C'est ça. Non mais parce que si t'as pensé à la blague de Friends. Oui, c'est ça. Et puis même des fois j'ai eu un doute. Non mais puis c'est surtout qu'aussi il y a peut-être des États où ça a moins marché. Bien sûr. Tu vois, donc c'est pour ça. Là on retient les plus gros, ceux qui ont continué à grandir. Là il va y avoir beaucoup de noms parce qu'on arrive dans le territoire du sud. Ah oui. Jim Crockett Promotion, qui est la Mid-Atlantique. En Géorgie. La Georgia Championship Wrestling. Ça, en Géorgie. La Champion Wrestling from Florida. Voilà. La Gulf Coast Championship Wrestling, la NWA Mid-America, comme j'ai dit, je fais du name dropping. La Continental Wrestling Association. Ça me parle. Oui, c'est la CWA de Jerry Jarrett. Voilà, c'est pour ça. C'est celui qui aurait dû... La
Continental Wrestling Federation, donc il y en a deux, il y a une association et une fédération. Il casse les couilles. Voilà, la Tri-State Wrestling, la Mid-South Sport et la Earth of America. Ouais. Voilà, ça je les connais pas. Voilà. Le territoire du Texas. Ah, avec ma fédération. Elle n'est pas encore dedans. Elle n'est pas encore dedans. Mais elle y arrivera. Elle y arrivera. Il y aura la World Class Championship Wrestling. Voilà. Sauf Mais ça, je me demande, quand on fera l'émission, je me documenterai pour être clair et net. Je crois que celle-là, elle est tard, tu vois. Justement, c'est les années 80 qu'elle est. Mais là, on peut quand même le dire, vu que tu as dit les noms. Voilà. Là, parce que là, je donnais les noms entre 50 et 80. Ah, d'accord, ok. Voilà. Mais oui, on commence la World Class Championship Wrestling. Ensuite, Big Time Wrestling à Dallas. Ouais. La Houston Wrestling à Mario. C'est de là où ils sortent les frères Funk. Ouais. Donc c'est important. Ça c'est important. La West Texas Wrestling. La Southwest Championship Wrestling et la San Antonio Wrestling. San Antonio Wrestling, c'est là où. Que le Texas, quasiment. Le Texas, Houston, San Antonio. Ouais, c'est ce que je dis, c'est le territoire du Texas. Que le Texas, ouais. Texas, ils avaient vraiment beaucoup de fédérations. Ouais, beaucoup de fêtes, ouais. Et la San Antonio Wrestling, le manager de Shawn Michaels. Ah ouais? Ok. Il vient de... Ah oui, Voilà, Shawn Michaels, lui. Voilà. Texan. La côte ouest. Donc là, on part de l'autre côté. Hollywood Wrestling, NWA Hollywood, Pacific Northwest Wrestling. Ça pète comme nom NWA Hollywood. Ouais, j'avoue que ça pète. Ça pète. Bah, tu sais, Hollywood Hulk Hogan, Bah, ça pète. je pense que c'est pour ça aussi que ça pète. Et Don Owen Promotion, parce que Don Owen, c'est un des promoteurs les plus importants de... Mais j'ai l'impression d'en avoir moins entendu parler de ces fédérations-là au cours du temps, quand je me suis intéressé. Tu vois, moi, j'ai vraiment l'impression que c'était plus côté sud, mais côté est. Bah, en fait, c'était ce qu'on retient, c'est Texas, sud, nord. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'on retient. Et le sud, mais plus le côté sud-est. Ouais. Que le côté sud-ouest avec la Californie et tout ça. Peut-être aussi que c'était à une époque où, peut-être aussi que les mecs étaient moins, que ces territoires-là étaient moins intéressés par le catch. Oui. Finalement, il y avait peut-être d'autres passions, il y avait le surf, il y avait des trucs. Peut-être que ça marchait moins bien dans ces fédérations-là. C'est possible. Là, on a nommé tous les territoires aux États-Unis. Mais la NWA était mondiale. C'est vraiment, quand on disait tout à l'heure, quand on a fait une analogie avec la WWE, c'était vraiment ça, en fait. Bah oui, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des territoires dans plusieurs pays. Ouais. Donc là, territoire du Canada. Ouais. Oui. La Maple Leaf Wrestling, qui a ressuscité il y a pas longtemps. Ouais. L'ancien promoteur de la TNA, de l'Impact Wrestling, a créé la Maple Leaf Wrestling dans le monde actuel. Donc il a repris le nom classique, parce qu'en même temps, la Maple Leaf, c'est la feuille oui, Maple, oui. Voilà. La Stampede Wrestling, Stuart. Voilà, la famille Hart. C'est la famille Hart. La Montreal Wrestling, la NWA All-Star Wrestling, ça aussi c'est un territoire où j'ai vu pas mal de gens sortir de là-haut. La Eastern Sport Association, change de pays, le Mexique. La Empresa Mexicana de Lucha Libre, la EMLL, voilà. La Universal Wrestling Association, UWA. Celle-là, c'est là où il est devenu champion à 60 piges Lutez, voilà, pour le coup. Et, territoire du Japon, la Japan Pro Wrestling Alliance, la JWA, qui est la première fédération au Japon. La All Japan Pro Wrestling, qui sera tenue par Giant Baba, va être très longtemps partenaire de la NWA. Voilà, de 73 à 88, quand même. Ouais, jusqu'à ce que... Voilà, et la New Japan Pro Wrestling dans les années WCW. Voilà. Donc, en 1993. Comme tout à l'heure, comme quand tu disais tout à l'heure, avant le class, c'est plus tard. Voilà, c'est ça. Mais ce qui a... Vas-y. J'ai pas fini. Excuse-moi. Un territoire en Australie. Ouais. La World Championship Wrestling, c'est rigolo, c'est WCW. Mais oui, mais ça on l'avait déjà dit. Voilà, de Jim Barnett. Parce qu'il y en a un justement qui avait repris quand Ted Turner décide d'appeler ça WCW, ça existait déjà. C'est ça. Un territoire en Nouvelle-Zélande, ça je ne savais pas du tout. La Dominion Wrestling Union. Après c'est compréhensible. Hein. Non mais quand tu dis avec le rugby et tout ça, où il y a quand même beaucoup de beaux physiques dans ces fédérations-là. Actuellement, à New Japan, il y a beaucoup de catcheurs néo-zélandais. Il y a une école là-haut qui marche très bien. Voilà, mais c'est normal. Moi, je comprends. Et l'un de mes catcheurs préférés actuels, qui est à la UW, qui s'appelle Jay White, est néo-zélandais. Et attends, quand les mecs ils font des bébés, ils font 1m80. Non, mais c'est ça qui est bizarre, c'est que Jay White, c'est un blanc. Oui, non, mais je parle pas de... Voilà, c'est un blanc qui n'a pas un physique de Wallisien, si tu veux. Quand tu vois les mecs, les physiques qu'ils ont de base, mais quand t'es promoteur de catch, t'es obligé de vouloir aller là-haut. Mais ça ment. Bah, c'est là que je pensais. Hein. Ouais, voilà. Tonga, Samoa, Fidji. Voilà. Et le dernier territoire que j'ai noté, c'est Porto Rico, qui était la Capital Sport Promotion. On n'est pas dans la fédération de Carlos Colon encore. Mais moi je trouve que c'est tellement intéressant ce que tu dis, parce que là mais ça y est, il a dit du name draping, comme ça peut être un peu aride.
Maintenant, juste, on va se mettre dans la tête des promoteurs de l'époque. Tu te dis que quoi qu'il arrive, s'il y a une star qui sort, tu vas pouvoir capitaliser là-dessus. Bah oui. Parce que quoi qu'il arrive, elle sera vue. Si elle est vraiment exceptionnelle, tu vas pouvoir la faire tourner dans tous les états dans tout le monde entier, dans le monde entier. Parce que très souvent, on parle de NWA, les territoires aux États-Unis. Non. En fait, même nous, on a fait ce raccourci. Oui. Là, on vient de vous donner la preuve que la NWA, c'est pour ça que il y a les fédéraux qui sont tombés sur les États-Unis, ils avaient le monopole du catch mondial. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'en fait, ils avaient déjà le truc tentaculaire. C'est que là, si t'as un bon mec qui sort dans l'Oregon, si le gars il est vraiment bon, si le gars il y a de l'argent à se faire, si tu sens qu'il y a de l'argent, et je pense qu'il y en a avoir plein des noms de mecs après qui ont tourné parce que justement, ils ont percé, c'était intéressant. Alors que si t'es une toute pauvre petite fédération que personne ne connaît, toi, même si t'as le meilleur catcheur du monde, on pourra pas savoir. Là, c'est vrai que dans cette vidéo, on a cité 2-3 noms importants, mais on s'est concentré sur le champion NWA par excellence, qui était Lutez. Quand on va parler des territoires, justement, on va faire plusieurs émissions. Tu vas pouvoir parler de tous ces noms-là. Je vais parler de beaucoup de catcheurs, et là, déjà à l'époque, comme je crois que je vous avais déjà teasé, j'ai envie de donner cet exemple-là pour vous teaser, on se rend pas compte, par exemple, d'un catcheur comme Sergent Slaughter, quand il était en dehors de Mais moi, ce que je disais, c'était encore autre chose. C'était plus dans le fait de dire que demain, toi et moi, on fait une fédération. On a le meilleur catcheur du monde. En termes de talent pur, on a le meilleur catcheur du monde. Mais si on n'a pas de visibilité, personne ne le saura qu'on a le meilleur catcheur du monde. Évidemment. Alors que là, à l'époque là, avec la visibilité de la NWA. Merci. Si t'as le meilleur catcheur du monde à quelque part qui apparaît, qui pop, tu le sais. Et tu vas pouvoir tout de suite capitaliser là-dessus. Et ça permet aussi de faire travailler les mecs partout, d'avoir des trucs que WWE a tenté de tuer pendant longtemps, en fait, et que certaines stars de WWE actuelles sont des stars WWE. Oui. Parce on n'a plus les Globetrotters. On a de moins en moins de Globetrotters comme à l'époque. Parce que maintenant, la WWE, elle a je peux faire enfin mon analogie sur le foot. Elle est tellement tentaculaire que dès qu'il y a un prospect qui apparaît quelque part, tout de suite, il va aller au Performance Center. C'est ça. Même au point que des prospects hors catch. Voilà. Mais c'est ce qui se passe, par exemple, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au foot à l'époque, t'avais le petit joueur qui était très bon, qui partait dans un club un peu plus gros, et ensuite qui finissait dans un grand club. Maintenant, la plupart des joueurs, tous les clubs de foot cherchent, entre guillemets, le nouveau Messi, si tu veux. Ouais, ils cherchent la perle. Donc, dès qu'on entend qu'il y a un bon joueur à quelque part, hop, tout de suite, il y a tous les grands clubs qui vont être dessus, qui vont le faire venir. Parce que, en fait, on veut pas rater la prochaine star du foot. Et après, les mecs, soit ils sont vraiment bons et ils percent, soit ils sont pas bons et ils percent moins. Et c'est pour ça. Mais le but, c'est de ne pas rater. Et là, ce que la WWE fait, c'est ça. Et c'est pour ça que, peu importe qu'on ne vende pas le produit, peu importe que le catch là-haut vous plaise pas, ou tout ce que vous voulez, pour le monde du catch et l'héritage du catch, la pratique catch, je remercierai toujours d'AEW d'exister. Même s'ils font des choix des fois qui me plaisent pas, qui vont vampiriser aussi des catcheurs ailleurs, fait qu'en fait, des catcheurs globetrotters qui font du catch ont une alternative pour continuer cet héritage-là et ne pas qu'ils deviennent juste un mood du sport entertainer. Le problème, c'est que qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Tu vois ce que je veux dire? Là, quand t'auras de moins en moins de globetrotters, parce que justement la WWE va empêcher ces gens de faire du globe, vu qu'ils vont tout de suite ici. Non, parce que la WWE actuelle ne fait moins ça. Oui, mais elle le fait moins, elle peut plus le faire. Elle le fait moins. Parce que mais elle le fait toujours. Oui, mais dans 10 ans, c'est encore différent pour WWE parce qu'il faudra déjà attendre les contrats. Je rappelle que ce n'est plus. Non, je parle du principe. Là, je parle pas Oui, mais le principe ne marche plus dans le monde actuel. S'ils continuent leur principe de se dire, le moindre mec qui sait faire un ciseau de tête, je le ramène au Performance Center, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure qu'ils faisaient. Ils le font pas, parce que même Vince McMahon avait arrêté ça, justement. Ils ont fait ça pendant tant d'années, j'ai dit, plus dans le monde actuel. Je rappelle qu'avant, TKO, WWE TKO, qui maintenant recrute d'autres catcheurs mondiaux, des matchs comme ça, des stars, pour les piquer aux autres, ça reprend un tout petit peu maintenant. Je rappelle que Vince McMahon avait arrêté de prendre des indie darlings. C'est pour ça qu'on a des Oba Feni, c'est pour ça qu'on a des Bianca Belair.
Parce qu'en fait, c'est des gens hors du catch qui peuvent façonner à leur Mais image. c'est ce que je te dis, c'est ce Voilà. qu'ils font venir. Mais maintenant, ils font moins venir des catcheurs, ils font venir des célébrités. Ben voilà, c'est eux, ils ont passé à un stade qui n'est plus comme dans les années des années 90 aux années 2020 en fait. Tu vois, avant le Covid. Là oui, la WWE était en train de vampiriser des trucs qui fait Parce qu'elle prenait tous les prospects. elle prenait tous les prospects. Toute l'ère de Triple H et NXT Black and Gold, c'était ça. Ça vidait le truc quoi. Maintenant, les mecs, ils ont quand même le choix ou de rejoindre WWE, d'être dans le mood, d'être une star, de faire ce que WWE sait faire de bien. Je veux pas les critiquer, encore une fois, là je parle du positif. Non, puis après, c'est pas négatif, parce que tu quittes, même si tu ne perces pas la WWE, quand tu quittes la WWE, je pense que tu as des bases solides malgré tout. Oui, bien sûr. Tu vois, bien sûr. Déjà, tu as des bases télévisuelles incroyables, bien et des sûr. choses comme ça. Déjà de base. T'as des bases. Donc après, il n'y a rien qui t'empêche. Peut-être tout à l'heure, tu parlais de Lio Rush à la AEW. Ça permet aussi d'avoir un background, de te préparer. Et après, tu peux exploser ailleurs. Il a déjà été, il n'avait pas marché. Ouais. Non, mais tu peux. Après, je veux dire, tu t'es entraîné. Qu'il montrait les fesses de Bobby Lashley. Oui. Tu continues. Non, mais je veux dire, c'est peut-être un mauvais exemple, mais finalement. Oui, parce que lui, c'est un vrai catcheur indie qui a été signé par WWE justement comme un prospect, et qu'ensuite il est parti. Alors, non, mais ça, c'est ce que je te dis. Mais aujourd'hui, quand l'AEW, elle va récupérer ces mecs-là, alors les Rush ou un autre, on s'en fout. Tu récupères un produit fini. Oui. Peut-être pas dans la notoriété, mais dans ce qu'il est capable de faire dans le ring, il a des bases solides. Ça, la WWE ne peut pas lui enlever. Et l'inversement, la WWE, quand ils vont recruter des mecs qui étaient à la WWE, même s'ils n'ont pas été des stars, ils ont déjà des bases solides. Quand ils ont récupéré le fils de Brian Pillman. Voilà. Parce que le mec était plus adapté au produit. Moi, je pense par exemple à Prince Devitt. Quand il arrive à la NXT, il a eu énormément de cours par rapport à tout ce qui est visuel. La caméra, parce que le catch au Japon est différent. Voilà. Et au moins là, quand tu fais la passerelle entre la WWE et la AEW, tu connais déjà la télé, tu connais. Donc t'as déjà ça en moins. Ça c'est la force de WWE, c'est de pouvoir réussir à catcher pour un produit télé, c'est eux les plus forts. Et là, non mais c'est aussi une force. C'est aussi une force pour la AEW finalement, parce que quand tu sors de la AEW ou quand tu sors de la WWE, t'es un produit entre guillemets fini. C'est ça. T'es formé. Après, tu perces ou tu perces pas, c'est un autre détail. Mais aujourd'hui, la WWE, tu vois, là, on va être gentil avec la WWE. La WWE te donne les bases. Après, c'est comment tu vas. Mais je dis WWE, mais la AEW, les deux te prennent. T'es un petit jeune, on va te donner les bases. On va te faire apprendre à catcher à la télé. On va te donner le personnage. Oui, mais après, on t'apprend deux produits différents. Oui. C'est ça que je veux appuyer. C'est que la AEW, c'est un produit catchesque, l'évolution de l'indie et du catch mondial. WWE te permet de devenir une star de télé par rapport au catch. Mais c'est deux choses différentes. Mais je serais quand même je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, c'est pas ce que je veux expliquer. Je veux dire que, à la fin, t'es capable de faire la passerelle. Oui, là on est d'accord. Voilà. D'accord. Alors que à l'époque, quand il n'y avait pas la AEW, on peut être roussé. Oui, voilà. Mais quand il n'y avait pas la AEW et que la TNA c'était vraiment pas terrible, et ben en fait la AEW elle prenait tous les mecs qui traînaient, elle essayait d'en faire des catcheurs. Là maintenant, tu te dis que tu as plusieurs possibilités et c'est pas parce que tu signes à la WWE que tu vas forcément faire toute ta carrière à la WWE et inversement. Exactement. Mais par contre, quand tu vas quitter cette fédération là, tu auras des bases solides. Après que tu marches ou que tu marches pas dans l'une ou l'autre, mais au moins. Et ça permet aussi, comme je dis, des mecs qui sont globetrotters qui ont déjà des bases solides, d'avoir deux plateformes différentes. Voilà, et ça c'est cool, et ne plus d'avoir un seul objectif dans le catch, tu vois. En fait, je pense que les catcheurs d'un certain âge, tu vois, quand tu as fait ta carrière, comme un AJ Styles par exemple, au moment tu te dis maintenant je peux aller à la WWE. J'ai tout donné, mon corps j'ai fait tout le tour. J'ai fait le tour, mon corps il a subi. Comme un Nakamura. Et maintenant, je suis à la WWE. Si tu veux, je vais faire avec un autre sport. Souvent, dans la NBA des années 90, ton plus gros contrat, tu le touchais pas au pic de ta forme. Tu le touchais les 2-3 ans après. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que quand tu négociais ton contrat avant d'avoir ton pic, t'étais signé à 2 millions de dollars, je dis une connerie. T'explosais. Donc après, on te signait à 6 ou 7. Mais ton pic était déjà passé, ton pic de forme. Et là, maintenant, c'est pareil. Les mecs, ils se disent maintenant, ça fait 20 ans que je catch. J'ai fait plein de territoires. J'ai fait un peu partout. J'ai la WWE qui me propose un produit plus soft. J'y vais. La WWE, elle aura toujours cette force-là. Un impact mondial plus grand.
Moi, je comprendrai toujours, je comprendrai toujours quand Nakamura, par exemple, aujourd'hui, il dit, moi, j'ai 42, 43, 44 ans, j'ai fait une carrière de dingue au Japon, j'ai fait des masterclass au Japon, j'en ai pris plein l'oignon. Aujourd'hui, on me paye pour faire du surf. Voilà. Finalement, je m'en fous un peu, entre guillemets, de perdre ou de gagner. Ma carrière, elle est faite. Oui. Maintenant, ce que je fais, c'est... Moi, j'adore faire le parallèle là entre les deux qui sont de la même génération, entre celui qui est président du Japan aujourd'hui, Hiroshi Tanahashi, et Nakamura. Faites-les marcher tous les deux l'un à côté de l'autre. Et tu vois dans quel état est l'un. Ils ont le même âge. Ils ont le même âge, pratiquement. Là, Tanahashi, on l'a vu à Forbidden Door. C'est mon catcheur préféré. Il fait mal au cœur. Mais je pense même que... il a les genoux foutus. Et que son physique commence à vraiment décliner. Nakamura, vous le voyez, il est en forme. On est un petit peu parti en dehors des territoires, mais c'est très intéressant. Parce que je me dis, ouais, c'est ça. Je me dis que finalement, une fois que t'as tout fait ce que tu voulais faire dans les fédérations, dans les territoires, dans tout ça, par exemple, les catcheurs, tu sais, qui aiment bien catcher dans les 50 États, tu sais, pour qui c'est un rêve de catcher dans les 50 États, t'as fait ça, t'es une star reconnue en Indie, t'as été faire un peu de catch au Japon, t'as été un peu partout, tu commences tout doucement à avoir la quarantaine. Et ben c'est pour ça, on va faire le dernier point un peu à part, justement, pour poser là-dessus, parce que je sais que j'avais eu ce débat-là avec d'autres gens à l'époque, et beaucoup avaient eu le débat, c'est quand un des plus grands catcheurs actuellement à la UW, Will Ospreay, avait refusé d'aller à la WWE. Justement pour pouvoir aller continuer de faire des dingueries absolues à la UW, parce que en fait je pense qu'aussi dans son corps il se dit je peux continuer à faire parce que t'as envie. Non mais voilà, qu'il était jeune. Il a raison. Non mais il a raison. Jeune. Il a raison. Et bon, lui c'est le père du catch 2.0, c'est pas la question. Mais c'est sur le peut-être dans la capacité de son corps machin, il se dit j'ai encore du temps à faire des. Non mais voilà. Mais alors, dans le monde du catch. Si tu te sens à l'aise. Si ton corps est bien, après c'est toi et ton corps. Moi, on l'a souvent critiqué, le Joe Hendry. T'étais pas dans le train. On l'a critiqué quand le mec il est parti de la TNA où il était quand même une star pour finir à NXT et pour faire des chansons sur l'influenceur, merde. Ouais, maintenant il est à Raw à faire des chansons sur Logan Paul. Merci. Le mec il est pas loin de la quarantaine. Il en a fait quand même des dingueries, il a roulé sa bosse. La WWE elle t'appelle, je suis sûr que le salaire de la WWE, il est en étant low carder à la WWE, il est plus élevé qu'en étant top star à la TNA. À un moment, le mec, le mec, il arrive à un âge. Le mec, il arrive à un âge où il se dit, pourquoi pas? Bah, surtout qu'en plus, lui, il fait partie en plus de cette génération de catcheurs où c'est pas des mecs justement qui vont aller faire du catch 2.0. Oui, voilà. Tu vois, du in-ring de furieux à la UW, il a pas le profil. Moi, je pense que. Et les Knights, c'est exactement le même truc. Moi, je pense. Et les Knights, il aurait pas signé à UW. Non, mais là, c'est même pas, là, tu vois, je suis même pas en train de faire une. Non, mais c'est pour dire, justement, les catcheurs sont différents. Je suis d'accord. Et que là, en fait, c'est ça que, pour revenir sur le point de base, c'est que ces mecs-là, maintenant, ils ont le choix. Et en fait, on a eu une période où, en fait, l'héritage, pour revenir, l'héritage du catch à travers le monde, in-ring de la NWA, on l'avait perdu. Et là, il existe. C'est ça que je veux dire. Il existe. Avec la UW aux États-Unis, les fédérations mexicaines, genre comme ça s'appelle la CMLL, le catch au Japon qui marche moins bien que d'autres années, mais qui fonctionne et que les mecs ont des plateformes. L'Europe, c'est devenu du catch américain 2.0, hein, mais ça fonctionne bien l'Europe, j'ai l'impression. Hein, ça a l'air, en tout cas, ça a l'air de bien fonctionner. Pas comme c'est pas un truc de non mais ça marche. Mais ça marche. Ça marche. Voilà, c'est qu'en fait là quand une BZW elle se déplace, elle fait salle comble. Oui, voilà. C'est des petites salles mais elle fait salle comble. Voilà, donc c'est pour vous dire, c'est ça qui est bien, c'est que maintenant en fait il y a la concurrence et il y a plus que du tentaculaire uniquement d'un truc comme WWE. Ouais. Il y a de tout. Et ça c'est bien et puis je pense que ça, tu vois, je clôturerai là-dessus. Moi par exemple, un mec comme AJ Styles qui fait partie de mes catcheurs préférés, je trouve que le mec est arrivé à la WWE il y a 10 ans. Ouais. Il a fait 10 ans de catch WWE qui était certainement moins contraignant que ce qu'il a fait avant. Donc, le mec, peut-être que quand il est arrivé à sa retraite, qu'on a eu les rumeurs à propos de All Elite, il s'est dit non mais les gars, c'est bon, stop. J'ai tout donné. Maintenant, si j'avais 10 ans de moins, on était en 2015, la UW elle existerait. J'aurais peut-être été à la UW, j'aurais fait 5 ans là-haut, j'aurais encore tout donné, et ensuite, j'aurais été WWE pour finir ma carrière un peu plus. En 2016, le mec avait fait tout le tour de la TNA, tout le tour des circuits indépendants, catché dans tous les pays. On l'invite à la New Japan, ça devient l'un des plus grands gaijin champions, on le respecte, il continue de faire des dingueries. Et ben l'aboutissement, c'était WWE. Voilà, mais je pense que s'il y avait eu la WWE... Kevin Owens, Sami Zayn, Finn Balor, tous ces mecs-là de NXT Black and Gold dans entre 2014 et 2018
avant la création de la WWE, c'était le but ultime. Parce que je pense que tous ces mecs-là aussi, il n'y avait pas la AEW à l'époque. Ben oui, c'est ça. Et ces mecs-là, certainement, peut-être qu'ils auraient été à la AEW, et quand ils arrivaient au moment où ils se disent je commence à craquer de partout, et ben hop, tu vas finir chez Vince, enfin chez TKO, où là, on va mettre l'emphase sur ton personnage, sur le flamboyant, sur tous les à côté du catch, et t'es pas obligé de te tuer à la tâche. C'est ça. Et ça, c'est bien d'avoir ces deux possibilités-là, et que les mecs tournent. Après, t'as des exceptions. Sting, mais c'est encore différent, parce que c'était plus un catcheur actif. John Moxley. C'est un cas différent. Bah, mais John Moxley, c'est qu'il passait mieux à la AEW. C'est ça. Mais moi, je dirais jamais, never say never. Un jour, peut-être que John Moxley, quand il commencera à avoir le genou qui gratte, le dos qui fait mal, le cou qui commence à s'ouvrir, il y a rien qui l'empêche de dire, je signe un dernier contrat chez Vince. Bah, j'ai envie de te faire le parallèle, parce qu'on a bien parlé d'elle, l'ancienne Sasha Banks, Mercedes Moné. On lui a demandé parce qu'elle a dit, j'aimerais pouvoir catcher avec Bayley. Parce que c'est sa grande copine et tout. Et on lui a fait, peut-être un retour chez WWE un jour, quand il me nomme Hall of Fame, elle l'a dit. Oui. Tu vois? Mais même si c'est de la com, c'est dans l'idée de ce que tu dis. Mais je me dis, moi, je pense que, surtout qu'en plus, quand t'es une catcheuse féminine, c'est encore plus compliqué. Parce que le catcheur masculin, alors attention. On a beaucoup de couleurs de la digression, là. Ouais, c'est pas grave, ça fait du bien un peu, ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps. Et puis on reste dans les territoires. Ouais. On parle de territoires. Mais je me dis que quand t'es catcheur masculin, c'est peut-être plus facile d'avoir une carrière plus longue que quand t'es catcheuse féminine. Parce qu'après, quand tu commences à fonder une famille, t'as envie d'être avec les enfants, t'es peut-être moins envie d'être présente partout dans tous les États-Unis. C'est-à-dire que tu profites bien, puis à un moment tu te dis maintenant moi je veux ma famille, je veux mes enfants, je veux ma vie un peu plus rangée entre guillemets. Tu vois, Becky Lynch maintenant elle fait beaucoup d'allers-retours, ce qui est normal. C'est tout à fait normal. Donc je me dis peut-être que Mercedes Moné à un moment elle va se dire bon maintenant c'est bon, j'ai tout donné, j'ai prouvé que j'étais une star ailleurs, et justement cette possibilité d'avoir été une star mondiale à la EW, et ensuite de se dire maintenant il me reste peut-être pour avoir pu faire justement, elle l'a fait dans le sens inverse, c'est qu'elle a signé très tôt WWE parce qu'on l'a repéré. Ils l'ont monté au point d'être une star WWE. Il y a eu des problèmes. Elle est partie et en fait, elle a fait le parcours initiatique après. Et maintenant, voilà, elle a été catchée partout dans le monde, entraînée au Japon, catchée vraiment partout au point quand elle a eu une gimmick où elle a gagné 14 titres et que maintenant, c'est l'une des top stars de WWE. Voilà, c'est ça en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on a tellement d'exemples différents, uniques. D'avoir les deux. Et c'est ça qui est trop bien, et ça raconte des super histoires sur plein de catcheurs, plein de rédemptions. Et des mecs qui se disent, qui découvrent la passion du catch, l'amour du catch, qui se donnent à fond. Moi, je serais toujours, j'ai jamais été, je suis pas un grand fan de la femme Mercedes Moné, mais la catcheuse, j'ai toujours adoré. Et la voir comme ça aujourd'hui, là où elle mérite d'être. Moi, vu comment elle a évolué, maintenant, je commence à, tu vois, moi aussi, j'avais du mal avec Sasha Banks. On en a tellement parlé, même dans des anciennes vidéos. Moi, je commence enfin à respecter même la personne. Non, mais après, autant que la catcheuse. Alors qu'au début, je me nuançais. Là, je la respecte en tant que vraiment femme du catch. Mais ce que je me dis, c'est que après, avec ces deux phases-là, ces deux trucs-là, ces territoires finalement, ces deux territoires différents entre guillemets, si tu me permets le terme, avec ce qu'on vient de dire dans l'émission pour rester dans le sujet. Mais c'est un peu ça, parce que chacun a des partenariats avec d'autres fédérations. Actuellement, WWE, ils ont racheté la AAA. Ils ont des ponts en Europe avec la fédération en Allemagne, de là où il y a Gunther, j'ai plus le nom, excusez-moi, on a tellement dit de noms, c'est pas grave. Dans les commentaires. Ils ont des liens un peu partout, ils ont la Evolve, ils ont des trucs comme ça où en fait ils leur font des contrats où ils les rachètent pour créer plusieurs trucs. La AEW, ils ont le lien avec la New Japan, la CMLL, la Stardom, des trucs comme ça. La WWE, faut pas oublier, ils ont eu un pied au Japon, à la Noire, ils ont fait pas mal de shows en prenant des catcheurs à la Noire. Ça s'est ouvert, parce que même WWE s'est ouvert. Non mais je suis content. Pour une fois, on les critique pas. Voilà, c'est pour ça que je suis content. On donne le côté positif. C'est pour ça que j'avais envie. C'est pour ça que je suis content que j'ai fait durer un petit peu pour une fois ce débat où on part un petit peu, où on digresse un peu. C'est que pour une fois là, on dit vraiment du bien. On dit du bien. Voilà, il y a toujours du mauvais, il y a toujours des problèmes, mais l'ouverture qu'ils ont eue là depuis quelques années, c'est quand même une bonne chose. Et la façon de former des catcheurs, ce qu'on disait tout à l'heure. Après, tu perces pas, c'est un autre détail. Mais quand tu vas quitter ces grosses fédérations, normalement, t'as des bases. Ça te permet d'aller... T'as même plus des bases, t'es une star du catch. Ça te permet d'aller partout. Ouais, pour moi, t'es une star du catch. Que tu sors de l'un ou de l'autre, peu importe ta place, comme t'as dit, c'est même pas les bases, t'es une star du catch. Ouais, voilà. Et après, tu peux aller partout. Voilà. Pas une méga star, voilà, mais t'es une star. Et après, tu roules ta bosse, tu fais ton truc, et ça se passe bien. Et c'est vrai que finalement, ça, c'est un peu l'héritage des territoires. Quand il y en a qu'un seul, comme il y avait que la WWE, bah, t'es bloqué.
Maintenant qu'il y a plusieurs portes de sortie. C'était là où vraiment on a fait plein de parallèles où on dit que ça ressemblait ce que la NWA a fait et ce que la WWE a fait après. Et ben, en fait, c'était le point de divergence. C'est que la NWA a contrôlé tout, mais par contre, tout le monde avait son identité. C'était ouvert. WWE, quand Vince a voulu tout racheter, c'était tout pour devenir de la WWE. Mais je pense même qu'aujourd'hui, si la WWE fait autant d'argent, fait autant de business et arrive autant à s'en sortir, c'est grâce à la WWE. Mais oui, la concurrence. Parce que si tu n'as pas de concurrence, quand tu dis je suis le premier, mais t'es le premier de quoi? T'es tout seul. T'es obligé d'être le premier. C'est pour ça que, désolé lunatique, je mettrai John Cena, c'est une des plus grandes stars de l'histoire du catch, mais dans la période où WWE était seul. Était seul. Et ça, on me l'enlèvera pas de la tête. Stone Cold Steve Austin existe parce qu'il y avait la WCW. Si tu n'as pas besoin de créer, tu crées pas. Alors après, aujourd'hui, c'est encore différent. Parce que WCW et WWE se ressemblaient dans les produits un petit peu quand même sur la fin. Il y avait un peu de tout et n'importe quoi. C'était la même chose. On est d'accord. Là, AEW et WWE, t'as deux produits totalement différents. C'est ça. Donc ça te permet vraiment d'avoir plusieurs prismes. Et pour mettre un petit tacle un peu négatif, le AEW se dit d'être une alternative. WWE les considère comme des concurrents. Ouais. On a une preuve qui va arriver fin août. Il y a le plus gros show de la AEW All-In à Londres. Ce que tu me disais tout à l'heure. WWE a mis 2 shows. Oui, pour les faire le même week-end. Je te rappelle que si vous voulez diffuser Survivor Series, vous diffusez pas Starrcade. Exactement, ça a toujours été dans leur ADN. C'est le business. Hein. Et je terminerai sur un dernier point. Tu vois, un mec comme Seth Rollins, s'il y avait eu la AEW et qu'il n'avait pas été monté aussi haut par la WWE, tu sais, parce que il aurait peut-être certainement été faire un tour là-haut. Bah, et aujourd'hui, il sera en fauteuil. Oh, il serait fou. Bah, Jay, il est déjà limite. Donc oui, on est d'accord. Le fait, c'est d'avoir, par exemple, pour un mec comme Seth Rollins, qui est un super catcheur, un excellent catcheur, d'avoir pu rester à la WWE, eh ben, peut-être qu'il aurait une carrière plus longue que s'il avait été vraiment... Bah oui, parce que vous voyez que même à la WWE, son corps ne tient déjà plus. Donc oui. Et ça, c'est bien d'avoir les prismes, parce que par exemple, ça a permis à Seth Rollins d'être une star, et à Jon Moxley d'être une star. Oui. Voilà. Et de toute façon, dans tous les trios, moi j'aime bien prendre, et après on s'arrêtera là. Ouais. Dans le Japon, il y a souvent eu, on dit les 3 mousquetaires. Ouais. Il y a plusieurs générations de mousquetaires et 3 bonhommes. Et en fait, il y a toujours dans les 3 un dissident. Ouais. Et même WWE, sans le vouloir, le Shield a eu son dissident. Ouais, c'est vrai. Et je trouve ça beau, en fait. Mais c'est super. Je trouve ça beau. Mais c'est super. Un qui devient la top star, un qui devient le plus grand travailleur et un dissident. Ouais. Mais si tu n'avais pas eu cette porte de sortie AEW, Jon Moxley aujourd'hui, est-ce qu'il aurait percé aussi bien? Bah non. Bah non. Et d'avoir eu cette porte de sortie là, le mec il avait déjà des bases de... C'est plus des bases, voilà. Non mais il était déjà fort avant de la WWE. Ouais. Mais par contre, je pense que la WWE lui a donné un catch un peu plus mainstream vu qu'il venait de la CZW. Et donc en sortant là avec son bagage WWE et son bagage d'avant, il a pu devenir lui-même. Peut-être que s'il avait pas eu, eh ben ça, c'est ce qu'on dit depuis un quart d'heure. C'est génial de retrouver un peu ce principe de territoire dans le monde, dans le catch actuel. Parce que finalement, on est resté dans le thème. Bah oui, c'est ça. On est resté dans le thème. On a beaucoup digressé sur le catch moderne, mais c'était pour faire des liens. Après, j'ai envie de te dire, Messiah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un 17 questions. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu parler du catch mondial. Parce que je crois que la dernière fois, là aujourd'hui, on est en juillet. La dernière fois, c'est quand on a ouvert notre sac après WrestleMania. Ouais, c'est ça que ça date, ouais. Donc ça fait quand même 3-4 mois. Et en 3-4 on avait envie de causer! Et en 3-4 mois, il s'est passé beaucoup de choses qu'on n'a pas pu. T'en as parlé dans tes lives, mais qu'on n'a pas pu parler tous les deux. Donc au moins là, on a pu en parler un petit peu. Voilà. Mais ça y est, je te remercie, c'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis pressé qu'on reprenne sur les fédérations maintenant que tu as dit tout à l'heure, ce sera encore plus intéressant. Là déjà, on a quand même fait, vous avez vraiment les bases avec l'épisode 0, on a vraiment fait la naissance du catch. Là, on vous a parlé certainement de ce qu'il y a eu de plus gros. Oui, dans les années. En fait, c'est littéralement la création du catch, du catch aux États-Unis. C'est-à-dire du catch mainstream, ouais, du catch moderne, c'est bien vu. Là maintenant, on va partir sur des petits territoires un peu plus disparates. Ouais. C'est bien ça? Disparate. Ouais. On va faire le Mexique, le Japon, tout ça au fur et à mesure. Donc vraiment, quand on aura fini tous ces épisodes-là, je pense que vous connaîtrez l'histoire du catch sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts, et c'est notre but. Voilà. Si on a fait des petites erreurs de date, de nom, de choses comme ça, vous nous excuserez. C'est souvent des grosses émissions. Il y a beaucoup de choses à dire. Après, j'ai envie de dire. On n'est pas du genre à jeter des fleurs, mais là, j'ai très envie quand même de nous en jeter. Non. Le taf abattu. Non, non. Faut rendre à César ce qui est César. C'est à toi. Moi,
sur la première émission, c'est moi. Sur cette deuxième émission, c'est toi. Le travail abattu, c'est Messiah. Sur cette émission-là, c'est toi. Faut dire la vérité. C'est toi. Moi, je croyais que la NWA, c'était un groupe de rap. Il est con. C'est un vrai groupe de rap. Oui, je sais. Non, plus sérieusement, là, c'est Messiah qui a bossé comme un fou. En plus, il a eu une semaine assez difficile. Il vous a fait 2 lives, il leur fait un demain. Demain, voilà. Non, le gars, quand même, il a tout donné. Là, il faut rendre, c'est toi. C'est toi qui as tout donné. Je te remercie. Quand on fait des émissions, ces fois, c'est moi. Là, sur le coup, c'est toi. Voilà. Et ben, merci à vous, les amis. Je compte sur vous pour faire vivre cette émission. Un j'aime, un commentaire, un Etiboost. Rejoignez le Discord pour ceux qui ont envie. Donnez-nous des sous pour qu'on aille sur la tombe de Loutez en Amérique pour qu'on vous fasse un vlog. J'allais dire, achetez un t-shirt de Loutez, ça mérite. Voilà. Et puis surtout, merci d'être là. Merci pour tout. Merci pour tous les messages de soutien que j'ai eu pendant ma petite absence. Vous inquiétez pas, vraiment, d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines, je devrais être en état de revenir un peu plus sur le Discord. Voilà. Merci, Messiah, et je te dis à très bientôt. Salut!